Bienvenue à tous pour cet épisode du podcast Parlons Sport. Je suis aujourd'hui avec Baptiste et Sylvain pour débriefer de l'actualité basket et NBA. On vous parlera de plusieurs sujets avec la nouveauté du In-Season Tournament, le trade de James Harden aux Clippers, des équipes qui nous ont impressionnés sur ce début de saison. Mais on va d'abord commencer par discuter des débuts tant attendus de Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio. Sur ses 9 premiers matchs, le Français tourne à quasiment 20 points, 8 rebonds, 2,6 contre en 30 minutes de jeu et à 46% au tir. On sait qu'il y avait énormément d'attentes autour de lui. Comment vous avez trouvé son début de saison? Du coup, ouais, Victor qui était quand même assez attendu, premier choix de la draft, premier français numéro 1 de draft, donc c'était intéressant, il était très attendu, les matchs de préparation, de pré-saison où il y avait certains matchs où il avait été très impressionnant, donc on attendait un petit peu. Et sur ces 3 semaines de compétition, le bilan des Spurs qui est pas fameux, il y a eu une bascule dimanche dernier sur le match contre les Raptors qu'ils ont perdu alors qu'ils menaient de 20 points et qu'ils ont perdu en prolongation. Et, Beau, euh, et pas beau. comment Pas beau celui-là, pas beau celui-là. On était tous devant en Ouais. plus. Ça, Ouais, En prime time. ouais, heure européenne, le premier match du dimanche soir. Et il fait un bon match en soi, Wembanyama. Il fait 3 premiers cartons monstrueux, avec des contres impressionnants sur Scottie Barnes et Anunoby. Et on se dit tous, waouh, il nous sort sa deuxième masterclass parce qu'il venait de sortir d'un premier gros match contre Phoenix à plus de 30 points. Et finalement, cette défaite-là, elle coûte cher sur le bilan des Spurs, parce que depuis, ils ont enchaîné les défaites. Et après, plus précisément sur Wembanyama, c'est un bon début de saison pour un numéro 1 draft tout de même, parce qu'il tourne à quasiment 19 points et 9 rebonds de moyenne. Alors, je trouve qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des matchs avec des pourcentages très, très faibles. Et de l'absence au rebond, on a vu pas mal de matchs sous les 15 points et sous les 5 rebonds. Après, il y a des gros matchs où tu te dis, ouais, là, c'est un prospect, on n'a jamais vu ça shoot à 3 points. Enfin, même son dernier match, là, quand il joue contre Rudy Gobert, il perd, mais il met 29 points et ouais. avec un jeu super intéressant, des shoots à 3 points. Ils l'ont plus servi au poste. Ouais. Contre la meilleure défense de la ligue, hein, on en parlera peut-être Ouais, après, mais pour le coup, là, il a fait un match sérieux, très sérieux, quoi. Les Spurs sont dans le match et tout, franchement, ça, c'était pas mal. ouais, il revient bien. Ça, j'ai bien aimé, hein. Il y a du leadership. On sent que quand même, ils veulent le trouver, quoi. Quand c'est serré, il prend ses responsabilités, il prend des gros shoots. Après, c'est un très bon début de saison et bien évidemment qu'il est dans la course au titre pour être rookie de l'année et même pour être meilleur défenseur, hein, parce que je crois qu'il est top 5 de la ligue sur les contres. Après, pour moi, c'est un très bon début de saison, mais c'est pas un début de saison d'un rookie all-time. Je pense que pour moi, le début de saison de Doncic, quand il est arrivé, était plus impressionnant. Alors peut-être pas statistiquement, mais dans la vue, je trouvais ça vraiment assez incroyable, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et même si on reprend des prospects peut-être plus légendaires comme Jordan, même peut-être Shaquille O'Neal, on a eu vraiment peut-être l'impression plus de domination que là il y a eu avec Victor. Même si on a beaucoup de highlights et tout, je sais pas si même en termes de statistiques c'est très all-time. Il y a des choses incroyables, mais il y a ce petit goût d'amer de dire il y a des matchs au Madison Square Garden. Enfin voilà, on l'a tous vu où il s'est un peu fait chahuter dans la mecque du basket, mais il y a ce il y a ce petit manque pour moi de me dire ah, euh, il manque quelques petites victoires et quelques matchs références encore, même si celui de Phoenix était incroyable. Est-ce que Et ça pourrait être c'est ça qui manque. expliqué Est-ce que ça pourrait être expliqué par le fait qu'il joue aux Spurs, qui est quand même une équipe extrêmement faible? Il y a très peu d'expérience, il y a un seul joueur de plus de 30 ans dans l'équipe. Est-ce que Bah, c'est sûr que ça être joue, aussi peu c'est sûr. entouré, ça joue pas sur ses statistiques? Enfin, Si, c'est sûr. sur, Bah, sur l'impact. pour l'exemple, sur les noms que tu as cités, celui sur lequel on pourrait réellement faire la comparaison, c'est Shaquille O'Neal à la limite, parce qu'ils sont un peu au même poste. C'est vrai que Shaq, quand il est arrivé, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas deux autres exemples comme Shaq qui a terrassé la ligue tout de suite. Victor, ça fait un peu cet effet-là en défense, quand même. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, on a un vrai problème, quoi. Mm. Tu vois Anunoby qui est en dessous de lui, on dirait un enfant qui s'écarte du cercle. Enfin, moi, ça m'a quand même perturbé, ça. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Après, offensivement, je suis d'accord. Il montre des choses incroyables. Après, nous, on est français. Je pense qu'on a tout de suite, en fait, on a tout de suite envie qu'il joue le titre, quoi. Je pense que c'est ça le sujet, quoi. On est là, Ouais, on veut que les Spurs aillent en playoff. c'est ça. On veut qu'il soit All-Star. Les, ouais, Et, ouais, les Spurs sortent d'une saison en 22-60, seulement 22 Ah victoires. oui, non, Là, ils sont ouais. c'était en voulu, c'était 3-6. voulu, c'était voulu. Combien, Après, en plus, combien de victoires ils peuvent viser cette année et les play-ins, c'est jouable ou pas?
Pour moi, il faut vraiment pas qu'ils se mettent dans cette optique-là. En fait, je pense que le nombre de victoires, on s'en fiche un peu cette saison. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Parce que moi, j'étais vraiment dans le but, bon, maintenant, il faut développer Wembanyama. Et, et pour moi, c'est pas des erreurs. Je peux pas critiquer Greg Popovich parce que c'est un immense coach et tout, mais pour moi, il y a des choses qu'il faudrait revoir parce que par exemple, faire jouer Wembanyama au poste 4, moi, c'est une vraie question. Je suis pas sûr que ça soit son poste. Je suis pas sûr que ça soit son poste dans le futur dans la ligue. En plus, il joue avec Zach Collins qui, alors, a bien moins de talent, mais a un peu le même jeu qui est capable d'envoyer à 3 points et contre Toronto, il fait un bon match, mais il a toutes les dernières possessions, quoi. C'est hallucinant. Donc, Moi, c'est ça que je voulais dire pour le coup sur Victor, pour juste continuer dans ton argument. C'est en effet que il y a une équipe où moi, je m'étais noté ça, et je sais pas, tout le monde le dit, ça se voit, c'est assez criant quand tu regardes les matchs. Il y a plein de jeunes. Par exemple, Doncic, je pense quand il a débarqué à Dallas, déjà c'est un meneur. Donc quand tu es un meneur, et puis surtout Doncic, c'est quand même plus simple parce que la balle est dans tes mains. Et tout le monde a dit, OK, il a la balle, il la garde. Là, c'est sûr qu'il y a plein de jeunes qui sont plutôt des prospects qui ont du talent, hein. Franchement, Zach Collins, enfin, pas Zach Collins, pardon, mais enfin, dont tu parlais, très fort quand il joue. Mais c'est clair qu'il tire plus de fois que Victor, quoi, sur certains matchs. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Victor est sous-utilisé en attaque et peut-être c'est le point de vue français, comme on disait, mais c'est à peine l'option numéro 1 en attaque. Même si là, quand tu regardes les stats, il tourne à 15-16 tirs par match. C'est le même total que Paolo Banchero, qui a été élu rookie de l'année l'an dernier, qui joue aussi dans une équipe très faible au final. Mais alors, Banchero, oui, il jouait dans une équipe plus faible, mais il y avait quand même déjà Franz Wagner qui était là et qui était l'année dernière, avait quand même été dans une des All-Team Rookies. Alors, je me souviens plus de laquelle, mais et Banchero, ce qui me dérange, c'est dans les choix de Wembanyama. Je trouve qu'il tourne énormément à 3 points et je trouve qu'on ne le fait pas assez jouer au poste. Ça, pour moi, c'est une vraie problématique. C'est dommage. Et après, ce qui manque aux Spurs, alors ça, c'est un choix, mais c'est de jouer avec un vrai meneur de jeu. C'est vraiment dommage. Parce que Swan est un très bon joueur, excellent. À la limite, un poste 4, au maximum un poste 3, mais c'est pas un meneur, c'est pas un arrière de jeu. Et c'est pas lui qui va te poser la balle en attaque et te donner des bons ballons au poste. Et pour moi, c'est un gros manque au niveau des Spurs. Et c'est pour ça que j'aurais préféré, avant qu'il soit drafté, Wembanyama, qui, pour moi, j'espérais qu'il soit drafté au Hornets parce qu'avec l'attraction avec la Melo Ball, je me disais, il va être servi dans des conditions incroyables. Et ça peut être un duo du futur. Là, aux Spurs, pour le moment, il n'a pas de meneur. Alors, à la limite, Vassell, mais qui n'est pas un vrai meneur. Avec qui jouer. Il est revenu là sur le dernier match. Est-ce que c'était pas aussi le rôle d'un Greg Popovich de bien définir son cadre du coup, enfin un des points sur lesquels on se réjouissait et qui se retrouve aux Spurs, c'était quand même le coach Greg Popovich qui est extrêmement reconnu. Est-ce que on lui donne est-ce qu'il y a une vraie volonté de lui donner les clés en attaque, enfin autant qu'on l'imaginait peut-être? Moi, je pense pas, hein. Enfin, justement, c'est peut-être ça qui est frustrant, c'est que j'ai l'impression que, alors, encore une fois, tu l'as dit, c'est Pop, on va pas commencer à critiquer, mais j'ai l'impression qu'il est dans un mode les victoires cette année, on s'en fout, ou quasi, quoi, et en même temps, on dit tous que c'est ce qu'il faut qu'il fasse, donc on va pas lui reprocher. Et que, ouais, il y a un petit côté parfois de quartier libre où en effet, il faut servir Victor. Dans les fins de match, il a les ballons quand même, généralement. Ça. Alors en effet, il fait des shoots à 3 points, mais en même temps, Victor, il dit qu'il veut pas être un joueur poste 5. Donc voilà, et je pense que ça vient aussi un peu de lui. Et Pop, tu as l'impression qu'il a envie de laisser tous les joueurs se développer sans leur mettre la pression. Est-ce qu'il faudrait faire autrement? Je suis pas sûr. Plus de balles pour Victor, peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. Après, ouais, au final, quand on regarde ses stats, il a 20 points, 19 points, 9 rebonds. Et quand on imaginait ses débuts de saison, on imaginait ces stats-là. Et on aurait signé pour qu'il fasse 20 points, 9 rebonds de moyenne sur un début de NBA. Tout à l'heure, je disais que c'était pas un début all-time. C'est quand même des stats assez incroyables. Banchero avait pas ces stats-là, il me semble, l'année dernière. Il s'en est rapproché et pourtant, on a tous été unanimes en disant que c'est le rookie de l'année et il a fait une année de rookie assez incroyable. Maintenant, c'est plus. Je pense qu'on est un peu sur ça va très vite évoluer avec Victor. Là, on sort d'une semaine où ils ont enchaîné les défaites. Ils se sont fait dominer par Indiana, dominer par New York, où il a fait son premier back-to-back. Et c'est pour un joueur de cette taille-là, je pense que jeune, c'est pas si simple à enchaîner. Mais voilà, il suffit que la semaine prochaine,
il fasse 2-3 perfs comme il a fait à Phoenix et on se redise, ah ouais, en fait, c'est un joueur all-time. Il faut le développer. Et en fait, dans 2-3 ans, les Spurs, ils jouent les playoffs et Victor, c'est le leader et ils vont amener des vétérans pour l'encadrer. Donc voilà, il faut laisser du temps à Victor Wembanyama. Après, j'entends en ce moment le débat, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère les stats de Wembanyama avec le bilan et l'équipe qu'il a aux Spurs ou les stats de Chet Holmgren, mais avec une équipe qui tourne bien? Bah, Chet Holmgren, il a Shai à côté de lui et ça change beaucoup de choses. Ouais, Et une Non, mais équipe c'est qui est clair. C'est clair. beaucoup plus profonde. Il arrive dans une équipe qui tourne. Je veux dire, Oklahoma l'année dernière, c'est une des darlings de la ligne, quoi. Franchement, et Ouais. on attend D'ailleurs, ils ont une grosse pression cette année. Par contre, c'est là aussi où c'est impressionnant de la part de Chet, c'est que la pression, c'est vrai qu'il a l'air de s'en foutre, hein. ouais, Après, il connaît l'équipe depuis un an. Ouais, c'est ça. C'est Ce un qui est faux rookie impressionnant, aussi. Hein. ce qui est impressionnant, c'est quand même ses stats au shoot. Mais bon, ça fait 10 matchs. Il faut attendre de voir comment ça va s'équilibrer. S'il reste toute l'année à plus de 50% à 3 points, bon, voilà. Il y aura bataille pour le titre de rookie, hein. Enfin, il peut être rookie ou pas, Chet, du coup, du fait Ouais, que c'est il sa a pas joué oui, première année. il peut être élu. Là, pour l'instant, il a des stats légèrement inférieures. Il me semble il est en 16-8, mais à 55%. Donc, il est quand même pas mal au-dessus de Victor en termes de. Il joue plus propre, en Ouais, fait. il est en 50, 40, 90 sur sa première saison, ce qui est un club Ouais, assez fou en NBA. Ouais, mais pour ça fait Et, 10 matchs, il faut attendre. mais par exemple, il a été, un des premiers matchs du dimanche soir européen, c'était Denver Denver, ouais. OKC et Ah, Jokic c'est il s'est fou. amusé avec Holmgren. C'est fou. Et c'est peut-être aussi pour ça que Wembanyama ils le font jouer en 4. C'était pour éviter qu'il se retrouve sur des matchs comme Chet a pu faire contre Jokic, où là on a vu la différence entre quelqu'un qui connaît la ligue, sait comment jouer. Bon, Denver en plus c'est une équipe rodée, donc il veut peut-être mettre moins de pression à Wembanyama en le mettant au poste 4. Et justement, c'est Chet, lui, est directement au poste 5 et il remplit des choses qui manquaient au KC. Alors que aux Spurs, pour le coup, Wembanyama, c'est vraiment la star. Là, il y a aucun débat là-dessus. Ils vont construire autour de lui. Alors qu'au KC, Chet, c'est deuxième ou troisième option offensive. Hein, donc, c'est pas le même rôle. Mais pour le moment, les deux font un début de saison incroyable. Et ouais, c'est deux. De toute façon, tous les meilleurs rookies, j'ai l'impression, sont à l'ouest cette année, puisque tu as Derek Lively là, à Dallas qui est aussi incroyable. Mais ça va être une sacrée. Ça serait bien que ça continue pour les deux. Ça peut être une sacrée saison et un sacré Ouais, un sacré combat pour Ouais, le titre de rookie de l'année. ils peuvent se tirer vers le haut tous les deux, finalement, avoir les performances de l'autre. Et c'est vrai que c'est une sacrée année rookie. Il y a 2 saisons, il me semble que c'était vraiment pas ce niveau-là, quoi. Non, c'est ça pour le coup, c'est la première fois en plus, c'est deux prototypes similaires, c'est intéressant. Ok, bah je pense du coup qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même plutôt bon, même si on a toujours envie qu'il fasse mieux. bah oui, mais Mais c'est ouais, donc incroyable. plutôt des Non, mais bons débuts, surtout, quoi. les Français, on en a pour. Enfin, moi, c'est juste ça. C'est ma conclusion, hein, c'est que là, on en a pour 15 ans à kiffer regarder la NBA, quoi. Franchement, Ouais, c'est faut s'en clair. Ouais, rendre compte, hein. c'est fou, hein. Babine qui retransmet tous les matchs des Spurs, puis même Ouais. les personnes qui suivent pas de manière générale la NBA, à tout le monde qui me dit ah ouais, Nenyama, t'as vu, Oh, il est grand. incroyable, j'ai vu son shoot à 3 points, le dunk qu'il a mis, ouais, c'est incroyable. Mm. Donc non. C'est une excellente vitrine pour le basket en France. Ok, je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième sujet. Donc cette année, la NBA a lancé une nouvelle compétition au sein de la saison régulière de NBA pour essayer de redynamiser la saison régulière qui est souvent un peu longue. C'est un format assez original, donc avec 3 poules de 5 par conférence qui ont été faits en fonction des résultats de la saison passée. Ces matchs de in-season tournament sont aussi des matchs de saison régulière, donc les matchs de la saison, pardon, les matchs qui seront disputés dans les poules de 5, donc tu joues une fois contre chaque équipe, c'est aussi des matchs qui vont compter pour la saison régulière. Et les meilleurs de chaque poule sont ensuite qualifiés pour les quarts de finale, et 2 meilleurs deuxièmes de chaque conférence Et accèdent plus aussi en quart de finale. à Je- Vegas, quoi, c'est ça? Enfin, après, c'est Final 8 à Vegas ou un truc comme ça, non? Ou Final. C'est ça, Final 8 à Vegas Ouais. et c'est ça. 500 000 euros à gagner par joueur Ouais. de l'équipe qui remporte le tournoi. Eh, Donc, qu'est-ce ils prennent, Ils ont, hein, qu'on. franchement. Ouais, ils ont ça a des l'air. petits salaires, c'est dur la vie en NBA. Moi, Ok. pour Ouais, qu'est-ce répondre, que vous en pensez? Vas-y, Sylvain. moi, perso, je suis assez fan. Enfin, franchement, on sait que la NBA, déjà là-dessus, c'est une ligue assez incroyable. Tous les ans, ils essaient de trouver. Enfin, c'est un peu des ingénieurs du sport, quoi. Une ligue un peu en avance là-dessus. Alors, ils ont fait des trucs parfois qui n'étaient pas toujours top. D'ailleurs, comme les All-Stars, sur lequel ils sont revenus cette année, là. Enfin, sur lequel ils vont revenir, je crois.
Ça, moi, je suis assez fan parce qu'en soi, ça ne dérange pas trop la saison. Ça met une petite carotte supplémentaire, ça donne un peu de piment à la saison. Bon, on verra quel intérêt réel les joueurs donnent à ce tournoi, mais je pense qu'il va de toute façon en prendre. 500 000 dollars pour un joueur qui est payé contrat rookie, salaire le plus bas, qui gagne 1 million l'année, mine de rien, il prend 33% de prime là, enfin 50% même, pardon. Donc c'est quand même sympa, quoi. Bon, pour un LeBron, je ne cache pas que ça va pas changer grand-chose à sa vie, mais je pense que ça peut être intéressant quand même. Après, moi, clairement, le gros sujet, c'est les parquets, quoi. Franchement, j'ai regardé peut-être 5 matchs, soit en live, soit en rediff. Celui des Warriors, par exemple, j'étais devant en live parce qu'il était heure française minuit, je crois, un truc comme ça passait. C'était dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'était gênant Et ça saute aux visuellement, là, yeux. espèce de bleu, un bleu horrible, quoi. Donc ça, vraiment, je pense qu'ils, même eux, ils ont dû s'en rendre compte et je pense qu'ils vont, ils vont- Mais ces Ouais, parquets, ils changeront ça. ces parquets sont seulement valables pour le in-season tournament, donc ils changent en Ah, vrai ils le tous les changent. 3 jours. Ouais, C'est fou. mardi, vendredi. Ok. Mais celui de Houston, Ah, attends. celui de Houston, il est rouge. Oh là là, Ah, j'ai pas Van vu. Vliet, Van Vliet, il a mis un dagger là pour passer devant les Pelicans. Mais franchement, le tir est magnifique, mais tu le vois limite pas parce que t'as les yeux qui sont rouges tellement le parquet te saute aux yeux. Et après, sinon, je te rejoins. Le in-season, j'aime beaucoup. Après, la NBA propose toujours des nouveautés. C'est intéressant. Enfin, moi, je me souviens du play-in qui avait été beaucoup critiqué à l'époque. On disait, ah, c'est bon, encore des tours de play-off, faut rajouter des matchs. Et au final, le play-in aujourd'hui, enfin, on adore ce système-là avec ces 4 matchs en plus. Donc, ils innovent, ils essayent quelque chose. Effectivement, la saison régulière, elle est longue. Pour le moment, le in-season tournament, ça nous intéresse pas trop. Après, quand tu arrives dans le janvier, là, sur le fin de in-season tournament ou la saison régulière, t'es à mi-saison régulière, ça commence à être un petit peu redondant. Peut-être que ça va réimpulser quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Et, J'ai LeBron James et qui a dit qu'il souhaitait vraiment le gagner aussi. Euh, Ah, ouais, Parce que c'est je cool. pense qu'il se dit que si ça prend de l'ampleur, et au moins il l'aura à son palmarès. Et il se dira encore une chose que j'ai en plus que Jordan. Mais après, sur les récompenses, je sais pas ce qui. C'est là où, pour le moment, je sais pas s'ils vont se donner à fond les équipes pour le gagner. Parce qu'il y a pas de. Mis à part l'argent, il n'y a pas vraiment de récompense à gagner ça. Donc, est-ce que des équipes, les grosses équipes, vont se dire bon, bah, faut qu'on se donne pour le in-season tournament? Je sais pas. Donc, peut-être qu'il y aurait des Ouais, récompenses à avoir sur des moi, questions de salary cap. Je sais pas du tout. la valeur de ce titre, elle est pas facile à estimer peut-être pour l'instant. Là, on a l'impression que c'est un petit tournoi au milieu de saison, mais si les joueurs sont vraiment motivés, ça va sûrement booster la valeur de ouais, ce titre dans l'histoire d'un palmarès ou même dans une équipe, quoi. Enfin, ce sera moi, peut-être je pas pense rien. que pour l'instant, là, sur les matchs de saison régulière, à mon avis, ça va pas changer grand-chose. Enfin, je vois mal une équipe comme les Clippers, par exemple, qui ont l'habitude de mettre quelques joueurs au repos, et puis ils en ont en plus des joueurs, on en parlera après, hein. Je pense que ça changera pas leur vie. Par contre, une fois qu'ils seront là-bas, à Vegas, à mon avis, les joueurs, c'est des sportifs, hein. C'est un tournoi, tu as 8 équipes au départ, 8 équipes au départ, à mon avis, ils vont vouloir le gagner. Et en effet, on verra si les joueurs eux-mêmes, au bout d'un moment, commencent à accorder du crédit à ce petit titre intersaisonnier, là. En tout cas, ça fait pas de mal, quoi, je trouve. Est-ce que vous trouvez que qu'il est bien placé dans la saison, comme l'idée c'était avant tout de redynamiser la saison, le mettre en tout début, en début de saison, il y a toujours de la hype. Est-ce que peut-être un peu plus proche du All-Star Game, ça aurait pas été peut-être un peu plus, comme disait Baptiste, dans le creux de la saison, quoi? Ça aurait été plus malin? Je sais pas. Là, ils ont vraiment eu l'optique de dire c'est un tournoi sur la saison. Donc, ils sont vraiment partis dès le début. Mais finalement, au début, le premier soir, on l'a su parce qu'ils ont dit bon, bah, demain sera le début d'une season tournament. Moi, j'étais même pas autant hypé ou autant informé que ça. En fait, on l'a vu un peu au dernier moment, quoi, 2-3 jours avant. Et, ce que dit Sylvain, il a raison. Pour le moment, j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas à Vegas, on va pas regarder les classements et tout. Mais quand on va arriver sur le Final 8, on va peut-être se dire, ah, on va quand même regarder ces stars à Vegas. Ça va peut-être faire un peu ambiance comme dans la bulle où tout le monde était ensemble et Ouais. c'était assez fou. Et mine de rien, ils l'ont étalé. Ils ont fait l'effort de pas mettre des matchs en plus, parce que du coup, je crois que ça fait un match en plus dans la saison, si je dis pas de bêtises, Ouais, il y a pour que les la équipes. Donc, finale. Il y a ouais, que la finale qui ne compte pas pour la saison régulière finalement, de ce que j'ai compris. c'est ça. Ouais, c'est ce D'accord. que j'ai compris aussi. Ça, c'est que pour les Donc, 500 000 balles, quoi, pour le coup. C'est ça. ouais, c'est c'est ça.
Et Et il me semble qu'ils vont mettre un MVP, je crois, de ce tournoi. Alors peut-être ok. que du Final 8, si je dis pas de bêtises. Peut-être Bah qu'il y a oui. des joueurs qui vont jouer à fond en se disant ça fera une ligne à mon palmarès aussi intéressant, qui peut être intéressante. Je vois bien des joueurs avoir très envie. Donc voilà, là, j'ai l'impression que la saison elle est en cours. Il y a une in-season tournament qui fait un peu son apparition et le vrai test on l'aura au moment du Final 8. Là on va voir si les équipes le jouent à fond et qui y aura. Et il y a moyen que ça soit un peu ambiance Mm. playoff, un peu bulle Hmm. et ça peut être vraiment sympa. Peut-être que ça pourrait lancer une équipe sur une vraie dynamique sur le reste de la saison et même leur donner de l'expérience sur des playoffs, une équipe qui n'a pas encore pu jouer de nombreuses séries, quoi. Ça peut être vraiment intéressant pour si tu accèdes C'est au sûr. Final 8, quoi. Moi, juste pour répondre à ta question, je suis d'accord que quand j'ai vu l'info, je me suis tout de suite je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est très tôt. Mais comme tu l'as dit, après il y a le All-Star, et je pense que les équipes, je pense que quand les playoffs commencent à arriver, ils n'ont pas forcément envie d'avoir tu vois, des matchs à enjeu qui sont potentiellement un peu plus susceptibles aux blessures. Ouais, Il y a ce critère-là qui a dû rentrer en jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est sûr. Ouais. n'allons pas blesser nos joueurs à 4 mois des playoffs. Là, au moins, c'est con, mais entre guillemets, un peu de temps pour récupérer si jamais il y en a qui se cassent. Donc, je sais pas, peut-être que c'est rentré en. Et puis, moi, je voulais juste rajouter, c'est quand même marrant que ça soit à Vegas. Moi, je pense que la NBA, il prépare doucement. Là, déjà, il y avait eu les matchs l'année dernière de Victor à Vegas. Là, ils font ça. Enfin, petit à petit, je pense qu'ils auront leur franchise à Vegas. Je sais pas sous quel délai, mais à mon avis, ça va arriver. Ça va Ouais, c'est vrai arriver. qu'on en entend parler de plus en plus de cette rumeur qui semble se concrétiser au fur et à mesure. Mm. Ouais, c'est dans les tuyaux, je pense. On va passer à 32 équipes en NBA. Je vois bien Et Seattle aussi l'autre, c'est récupérer. Seattle, c'est ça? Seattle, ouais, je D'accord. Ouais, pense. Ils vont Seattle. remettre les Supersonics à Seattle. Je le Et du sens coup, bien. ça fait les deux à l'ouest ou juste Ouais, ça n'a et aucun sens? On va ramener ils mettraient Memphis à l'est, je pense. Memphis. Memphis à l'est. Mm. Ok. Ah, ça va encore rendre la C'est, conférence ouest monstrueuse là, pour le coup, Ouais, parce que ça va être terrible. mais ouais, ça va être une expansion, mais je pense que effectivement ils préparent le terrain pour Las Vegas. hmm, Ça fait c'est des sûr. années qu'on en parle. Seattle, ça fait des années qu'ils veulent revoir les Sonics. Ouais, À mon avis, c'est Ah ouais. c'est prêt quand même. Ouais, mais Mais ça moi, serait je veux beau, les hein, ça revoir. serait beau. Ouais. Hmm. ok, bah merci pour votre avis sur ce in-season tournament. Je pense qu'on va pouvoir passer au sujet suivant avec le fameux cas James Harden qui a une nouvelle fois demandé son départ des Philadelphia Sixers cet été, notamment à cause de ses relations avec son GM Daryl Morey. Finalement, il a obtenu ce transfert pas à l'intersaison, mais après quelques matchs, et ce sont les Clippers qui le récupèrent. Donc, ils forment une nouvelle super team aux côtés de Kawhi, Paul George, Russell Westbrook. Dans l'échange, pour l'obtenir, les Clippers ont envoyé Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, KG Martin et 2 premiers tours de draft, peut-être des seconds tours aussi. Quelles sont vos impressions sur ce trade et qui sont les gagnants à première vue de cet échange? Moi, je veux bien juste commenter sur. Enfin, c'est magnifique, quoi. Moi, c'était juste quand on m'a posé la question. Enfin, je trouve qui profite du trade avant tout les fans de NBA qui adorent cette partie de la NBA, quoi. C'est-à-dire les blockbuster trade, les James Harden qui tous les étés, il y a 15 articles sur lui, sur qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller, avec qui il s'est embrouillé. Donc déjà, juste pour ça, je trouve que ces gens-là ont dû se régaler là pendant une semaine parce que c'était quand même des déclarations folles, etc. De même sa première conférence de presse qui était quand même lunaire, quoi. Donc ça, c'est assez fou. James Harden, quoi, qui fait sa troisième équipe en 3 ans, quoi. Ouais, non, c'est incroyable Qui à a eu chaque son fois. trade. Ouais, ouais. Bah, après, voilà, hein, c'est le personnage. Je pense que les Clippers, ils savent qui ils recrutent, mais qui gagne le trade, honnêtement. Alors, si on, enfin, juste rapidement hein, pour moi, c'est sûr que si on fait le bilan après 3 matchs, bon, bah, on sait que c'est pas les Clippers qui ont gagné le trade, ça c'est clair. Après, moi, j'attendrai un peu quand même. Ouais. Euh, Clairement, c'est sûr que ça fait peur. Enfin, ça fait peur à tout le monde d'avoir ces Kawhi, Paul George, Russell et Harden ensemble, qui reforment une équipe avec Zubac, qui va devoir quand même combler quelques trous, je pense, dans la raquette. On se dit, on voit pas comment c'est possible que ça marche, mais bon, il y a quand même 4 joueurs incroyables, qu'on le veuille ou non, donc j'attendrai de voir. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est pas terrible. Et puis surtout, j'allais dire, ils n'ont pas en soi perdu. Alors c'est triste parce qu'on pense à Batum.
Mais je veux dire, les joueurs qu'ils ont lâchés, c'était des joueurs au poste où, dans le fond, ils n'avaient pas des énormes besoins. Donc en soi, on ne peut pas dire qu'ils ont rendu passoire leur équipe pour récupérer Harden, quoi. Et côté Sixers, bah, pour l'instant, ça cartonne, ça marche. Voilà. J'espère que au playoff, ça continuera et qu'ils ont une équipe qui suffira, entre guillemets, pour aller battre les monstres de l'Est. Le monstre de l'Est, surtout d'ailleurs, en parlant de ce début de saison. Bah, les Clippers, quand j'ai vu le trade, je dis ouais, les Clippers, ils ont rien lâché parce qu'ils n'ont pas lâché Terrence Mann qui voulait absolument pas lâcher dans ce trade-là. Ah ouais, c'est ça. Et ils ont Exactement. lâché que des joueurs en soi qu'ils voulaient lâcher, qu'ils pouvaient lâcher. Après, pour moi, d'un point de vue Clippers, ok, ils ont rajouté un Harden. Tu l'as très bien dit, 3 équipes en 3 ans, c'est une diva. En dehors du terrain, j'adore quand il dit ce qu'il a Je dit en suis le disant système. je suis le système. Non mais ok, très bien. Je suis pas un grand fan de Tyronn Lue, mais il a déjà prouvé qu'il savait gérer ce genre d'ego. Mais Harden reste un joueur avec une classe et il a quand même, enfin, c'est un joueur qui fait du 20 points, 10 rebonds, du 20 points, 10 passes, pardon, en se levant. Et les dernières, même s'il est All-Star, il fait quand même une saison incroyable. Alors, je parle en saison régulière parce qu'en playoff, en soi, en playoff, même en playoff, parce que tout le monde contre les Celtics se rappelle son match 7 affreux, mais c'est lui qui les Ah, maintient les en deux vie sur toute la victoires. série. C'est lui Ah, qui les les deux maintient victoires, en c'est vie sur lui. toute la série. C'est lui et c'est plutôt Embiid qui passe à côté. Donc Harden, non, ça reste un très grand joueur. Alors il sera plus MVP, il tournera plus à 35 points de moyenne. Je pense que c'est fini. Mais là, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il va chercher une bague. Qu'il a à côté de lui, pour moi, 2 joueurs qui sont parfaits, à savoir Paul George et Kawhi, qui vont sur ses manques défensifs être très intéressants. Mais la question, c'est comment tu fais pour jouer avec une équipe comme ça qui, en 2017, je parie sur eux pour être champion. Aujourd'hui, il n'y a qu'un ballon sur le terrain. Et je vois mal Westbrook, Harden, Paul George et Kawhi tous ensemble sur le terrain. Pour moi, il faut un 6e homme dans le lot. Westbrook pourrait l'être. Je pense que Westbrook devrait passer en sixième homme et il devrait jouer avec Harden, Paul George, Kawhi, Terrence Mann ou une autre Mann, ça veut alternative. dire que Zubac, ça veut dire que tu Zubac, mets non? Terrence Mann Ouais, et James Zubac, ouais. Harden Z- z- sur les lignes arrière, quoi. Ouais, je Mais pense que bon, en fait, moi, c'est ça, en Kawhi fait, va moi, aller c'est en ça qui 4. m'inquiète. C'est le poste Oui, 4, moi, qui m'inquiète. C'est l'ailier fort, là. bah, Kawhi, il peut, en soi. Il peut Ouais. défensivement, je pense que. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en gros, euh, alors déjà, faudrait qu'ils aient une discussion autour de la table, entre guillemets, et ça, quand on l'imagine, franchement, moi, j'ai envie de la voir, quoi, parce que ça doit être incroyable. Bon, encore une fois, on le sait tous. En plus, Westbrook et Harden, on a déjà vu. Donc, Westbrook, je pense qu'il est capable d'accepter sixième homme et autres. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est réellement la meilleure option pour eux? Je suis pas sûr. Donc, et pour l'instant, en effet, on a 3 matchs. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est pas Ouais. terrible. Moi, ce qui m'inquiète le Harden. plus, bah, il défend pas en fait. Et c'est ça le sujet. C'est, en fait, moi, j'ai peur que ça soit. Alors, est-ce que c'est une équipe de playoff? Hein, quand on voit les mecs, oui, mais défensivement à vérifier. Mais est-ce que c'est également une équipe de saison régulière? Parce que j'ai l'impression que les 4, en gros, attendent les playoffs. Mais bon, pour ça, il faut y aller d'abord. C'est-à-dire que s'ils finissent, je sais pas, huitième, par exemple, après le play-in et qu'ils se tapent au premier tour Denver, bon, Ouais. bah, je suis désolé, hein, mais je vois pas comment En ils plus, passent, quoi. en plus, très clairement, c'est un all-in là, sur cette saison, peut-être la Bah prochaine. ouais. Mais là, c'est vraiment all-in. Donc, Mm. je suis assez inquiet. Il faut que ça matche. Ils ont du temps. Ah, je pense que Harden, il est pas prêt. Il a dû faire 2 entraînements. Oui, Il c'est a dû apprendre sûr. son trade. Son trade, il était en discothèque. Enfin, je pense qu'il faut être réaliste. Il faut attendre un petit peu. Donc ouais, du côté Clippers, faut attendre, mais il y aura des choix à faire. Et je pense que Tyronn Lue, il faut qu'il fasse attention parce que cette équipe-là, effectivement, elle doit pas passer par le play-in. Faut Bah qu'il ouais, soit bien mais moi, placé. Moi, je Mais vous quand tu encore une vois trouve. fois, l'Ouest, moi, je les mais vois quand tu vois, pas, ouais, je les vois pas cartonner en saison régulière. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est des mecs qui sont déjà, tu sais, un peu comme LeBron. Il a l'air d'être blasé par la saison régulière, et il faut des mecs qui ont la dalle pour aller chercher des titres individuels, des first team, second team. Enfin, tu vois, à part Terrence Mann qui a plein de choses à prouver, les 4 autres, Bah, ils surtout attendent que qu'on les a pas playoffs, quoi. mal. On a pas mal de questions autour de l'équipe, là, comme on a dit, sur l'attaque, même la défense avec Harden, quel système. Et la saison, elle a déjà commencé. C'est pas comme s'ils avaient 2 mois de préparation avant. Quand même, ça doit jouer un peu. Enfin, c'est pas aussi simple. Et je vous ai trouvé un petit peu gentil avec les Clippers parce que quand même, ils lâchent 2 premiers tours dans l'affaire.
Plusieurs Ah, joueurs de ouais. banc, bon, c'était pas forcément les postes où ils avaient le plus besoin, mais bon, les Sixers étaient quand même un peu coincés avec un James Harden qui voulait partir. Et, et Harden est en fin de contrat cette année, donc est-ce que ça va pas être un boulet pour la fin de saison? C'est un all-in sur une année, en fait. Ouais, Ouais. Ap- complètement. Après, les Clippers, ils avaient une profondeur de banc l'année dernière. Ouais. Quand tu penses à Norman Powell, même Batum, ça, ils avaient quand même du monde. Donc, ils ont perdu cette profondeur. Effectivement, ils ont lâché. C'est un all-in. Hein. Ils ont lâché effectivement des tours de draft. Et c'est pour ça que les Sixers ont, je pense, accepté. Et pour moi, c'était un trade pour les Sixers. Il fallait le faire. Et il était important. Et parce que eux, de leur côté, et c'est là que tu le vois sur le début de la saison, ils étaient prêts. Ils savaient qu'ils allaient jouer sans Harden. Et ils se sont dit, là, on va trade Harden, on récupère des tours de draft, ok, on essaie de récupérer 2-3 ajouts et on construit autour d'Embiid et on va essayer que cette année, ça soit l'explosion de Tyrese Maxey. Et pour le Ouais. moment, ils se sont préparés à ça sur tout. Et c'est pour ça que le trade, là, et tu as raison, au moment où il arrive, bah, c'est pas bon pour les Clippers. La saison, elle vient de commencer. Ils sont obligés de tout ajuster dans leur effectif, alors que les Sixers, eux, ils étaient prêts. Et les Sixers, mine de rien, ils ont gagné tous leurs matchs, sauf le premier qui perd à Milwaukee parce que Damian Lillard, il est en feu total sur les 3 dernières minutes. Mais sinon, les Sixers, ils font un début de saison parce qu'ils sont prêts et qu'ils se disent, de toute façon, Harden, on l'aura pas de la saison. On va jouer avec notre équipe, on a nos pièces. Au pire, on aura quelques rajouts. Et moi, je trouve que Batum, depuis qu'il est arrivé, il fait des bonnes choses dans cette équipe. Alors, il fait pas des gros stats, c'est des Batum, mais 5 points, 5 rebonds, 5 passes à chaque match, avec une bonne couverture défensive, c'est intéressant. Ah, mais Tyrese il leur Maxey, fallait. Il il leur est fallait un intéressant. Batum, je pense. Ouais, ouais, c'est très bien. Ça colle parfaitement dans le projet. Tyrese Maxey, il est en train d'exploser. On l'espérait déjà l'année dernière. Là, cette année, il est calibre All-Star. Mm. Et Embiid, à un moment, on se demandait s'il allait faire toute la saison aux Sixers ou s'il n'allait pas demander son trade. Enfin là, depuis le début de saison, il n'a qu'une envie, c'est de rester parce qu'il se dit, en fait, là, je suis la troisième équipe de l'Est, minimum. Et j'ai un groupe qui vit bien et j'ai des choses à prouver. Et enfin là, il doit tourner en 32 points et 13 rebonds et c'est très solide. Les Sixers, en fait, étaient prêts pour ce trade alors que les Clippers ne l'étaient pas. Donc il faut laisser du temps, mais pour le moment, les Sixers sont gagnants de ce trade Ouais, quand tu Ok, regardes maintenant. on On est verra en d'accord playoff. là-dessus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que, bon, Harden, comme on a dit, en fin de contrat à l'été 2024, est-ce qu'il s'est pas grillé là pour de bon auprès de tous les prochains contenders qui pouvaient encore hésiter à le sélectionner dans l'équipe? Qui voudra miser sur un Harden aussi instable? mais moi, personnellement, je pensais ça depuis peut-être 1 ou 2 ans, mais en fait, chaque année. Mais non, mais J'allais parce que ça reste James Harden. Au-delà, déjà, c'est une star, qu'on le veuille ou non. Quand tu as déjà été MVP, bah, tu arrives dans une franchise, je pense que ça remplit les salles, tu vois, c'est con. Mais là, tu parles de contender. Ah, c'est clair que s'il veut vraiment un titre, moi, j'en doute parfois, mais si ça marche pas cette année et que derrière. Alors, déjà, clairement, il n'y a aucune garantie qu'il reste aux Clippers. Ça, je pense que. J'ose espérer que les Clippers, ils le savent quand même, quand tu prends Harden. Après, une autre équipe, bah, faut qu'il soit prêt, pardon, à prendre un contrat qui n'est pas celui qu'il a aujourd'hui. Sinon, Mm. il ira jouer avec Dwight Howard ou alors il ira dans une petite équipe et il pourra avoir 90% des possessions. Et c'est peut-être ça qu'il veut au final, donc je sais pas. Mais voilà, James Harden, ça reste James Harden, et visiblement, il y a toujours des équipes qui le veulent dans l'équipe. Et à juste titre, hein, peut-être, on verra. Hein. La NBA, c'est du storytelling. Hein. Ils en Bah trouvent oui, toujours. Regardez Irving, on se disait toujours, bah, de toute façon, c'est fini. Il est un peu fini. Il ne pareil, ouais. retrouvera jamais une équipe. Et là, Dallas, bah, il a trouvé sa place. Et puis, jusqu'à temps qu'il y ait un souci. Mais voilà, c'est des stars. James Harden, il a ça. Mais comme on l'a dit au début, James Harden, l'année dernière, c'est 20 points, 10 rebonds. Et ça reste un joueur qui est magique, qui est capable de sortir des matchs à 40 points, qui remplit des salles, qui vend des maillots. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense, encore croient en lui, en sa capacité à te faire gagner. Hein. Donc, je serais pas étonné qu'il y ait une équipe qui mise dessus. Mais c'est le problème c'est le problème. C'est la difficulté des super teams. On l'a vu à Brooklyn où ça a explosé. Phoenix où c'est très spécial. Les Clippers, bah, alors eux, ils ont eu les problèmes de blessures avant. Là, ils ont la super team la plus folle peut-être de ces dernières années. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça fait peur, mais on va voir. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'une super team, ça peut encore gagner la NBA? Parce que sur les dernières saisons, les équipes qui ont gagné les titres, c'était souvent des équipes qui avaient été construites
par la draft ou pour des années. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser sur les super teams. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, je pense qu'on va clore le débat James Harden Allez, James. aux Clippers. Courage, James. On leur souhaite bonne chance. La babouse. La babouse. On leur souhaite quand même de remonter la pente, les Clippers. Ce serait quand même sympa de les voir en playoff. Parce que en plus, il y a de la concurrence à l'Ouest. Et sur ce début de saison, on a vu quand même pas mal de belles choses, d'équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Si vous devez en retenir une, quelle équipe vous a le plus impressionné sur ce début de saison? À l'Ouest? Oui, c'est ça. Hein. Non, pas forcément en NBA. Vas-y, Baptiste. En NBA, il y en a beaucoup, mais pour moi, là, celle où vraiment j'avais peur que ça explose, déjà parce que ça explose au niveau des salaires, mais où c'est assez incroyable, c'est les Minnesota Timberwolves. Je trouve ça assez fou. C'était vraiment une équipe, peut-être c'est d'un avis personnel, auquel je croyais pas trop. Même quand Gobert est arrivé, j'ai dit, ouais, une raquette Tons Gobert, je suis pas sûr que ça marche. D'ailleurs, on a toujours des questionnements. Mais la vérité, c'est que pour le moment, cette équipe-là, elle fonctionne bien. Là, en ce début de saison, c'est la meilleure défense de NBA. Anthony Edwards, il a peut-être pas fait la Coupe du Monde que tout le monde attendait. Il a peut-être pas amené Team USA au titre de champion du monde, mais il avait fait ses stats. C'était peut-être pas de sa faute. Mais là, par contre, il prend une vraie dimension. Et ce que j'aime chez lui, c'est que je pense pas, il tourne, il met des points. Il doit être à plus de 25 points de moyenne. Mais il est pas à 35 points avec que des défaites, quoi. Il a 25 points et j'ai pas l'impression qu'il force énormément au tir. Il a pas des pourcentages affreux. Et il fait les bons choix, il est plus playmaker que l'année dernière. Et Minnesota, ça tourne bien, ils ont un banc qui est solide, ils ont une équipe qui fonctionne bien, Mike Conley. Même quand Tons passe à côté de ses matchs, il les gagne. Parce que, et quand Gobert, surtout, est devenu le pilier de cette défense, j'ai l'impression qu'il veut prouver à tout le monde que c'est pas un joueur overrated et qu'il est capable de tenir les joueurs. Et là, Minnesota, ça tourne bien. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose, hein, que cette équipe, elle peut aller en playoff directement, voire même avec l'avantage du terrain. Et les playoffs de l'année dernière contre Denver, où ils avaient été, je crois que c'était Jokic ou Jamal Murray qui a dit que l'équipe qui les avait plus embêtés, c'était Minnesota. Moi, j'avais un peu rigolé sur cette phrase-là, mais il n'avait pas tant tort que ça. Est-ce qu'il a fait ça juste après la finale de conf contre les Lakers, là, parce qu'ils sont amusés avec ça, là. Je suis sûr que c'est ça, là. Il n'arrête pas de les charrier, là, depuis. Ouais, mais sûrement, et au final, Minnesota, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette équipe, comment elle est construite. Donc, à voir. Après, ils ont eu quand même un calendrier qui n'était pas dur, mais ils ont fait tomber Boston, par exemple. Et les Nuggets aussi, moi, il me semble. Dire que... Nuggets, ils ont battu les deux invaincus, les autres. Ouais. Et là, ils vont avoir les Warriors 2 fois, je crois. Ouais, ils jouent. J'allais dire que dans les équipes qui justement, après moi j'allais parler de Dallas, dans les équipes qui sont vraiment fortes en début de saison, je trouve que eux, au contraire, ils ont un calendrier qui n'était pas si ouvert que ça. Ils ont eu des gros matchs quand même. Et juste pour continuer, moi évidemment, c'est l'équipe qui interdit Baptiste. C'est l'équipe qui impressionne, je pense, le plus à l'Ouest. Évidemment, gros crédit à Anthony Edwards. J'ai l'impression qu'il a pris les clés de l'équipe alors, il faudra voir la réaction de Towns sur le long terme. Au pire, ça leur fait toujours un asset, mais il a un vrai leadership. Je pense qu'il a fait exprès aussi l'été ou même l'année dernière, en début de saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une bonne relation avec Rudy. Et je pense que ça joue, quoi. Il a pris les clés de l'équipe et en effet, il a une belle posture de leader. C'est clairement un joueur, à mon avis, qui dans les 10 prochaines années va peser sur la ligue, c'est sûr, et peut-être même dès cette saison, franchement. Mais ce qui est intéressant à voir aussi dans cette équipe, c'est que Gobert, Towns et Edwards étaient tous à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que ça peut expliquer ce bon début de saison aussi? Oui. Alors, ils ont tous fait. Alors, Gobert, il a été beaucoup moins longtemps que les deux autres, même si Towns. Ça l'a pas mis en confiance en plus, je pense. Towns avait fait une bonne Coupe du Monde avec la République dominicaine. Et je m'étais dit, ça annonce une bonne saison de Towns. Et au final, c'est celui qui est le plus en retrait des trois sur ce début de saison là, en NBA. Parce des fois, il a quand même sorti quelques matchs affreux. Je trouve il a plus aucun shoot et tout. Alors que, faut se souvenir qu'Karl Anthony Towns, quand on parlait tout à l'heure de Wembanyama sur les rookies, Karl Anthony Towns, quand il sort de sa saison rookie, on se dit,
ah ouais, lui, c'est le futur de la ligue. Et il y avait même une année où tous les GM avaient dit que s'il voulait construire une franchise, ça serait autour de Towns. Aujourd'hui, je pense qu'on a changé de discours. Il a subi aussi, hein, parce que je crois qu'il a eu des gros problèmes familiaux, la crise du Covid qui s'était pas très bien passée. Moi, je pense que si Towns, il retrouve ne serait-ce que la moitié de ce talent-là qu'il a eu ou qu'il retrouve ce talent-là, les Timberwolves, c'est très très solide. Hein. Ça peut devenir très fort. Leur principale difficulté, c'est qu'ils ont un salarié cap de malade mental et qu'ils ne vont pas payer cette luxury tax pendant 4 ans. Mais ils ont en tout cas bâti enfin une équipe solide. Quoi. J'ai l'impression que les Timberwolves, ça fait... c'est peut-être la première année où je me dis, les Wolves, c'est beau à voir. Quoi. C'est intéressant à regarder. Et première défense. Ça qui est fou surtout. Ouais. Alors ça, c'est Rudy. Hein. Franchement, ça fait plaisir de le revoir dominant. Contre Victor, c'était pas simple, mais mine de rien, il fait un gros match d'ailleurs lui aussi, défensivement et offensivement en plus d'ailleurs sur ce match. Non, franchement, moi je suis d'accord, j'y crois à cette équipe. Et ce que je disais, tu nous as un peu perdu là pendant un moment, mais c'est qu'à la limite, Towns, ça reste un asset, quoi. Alors, et ils ont toujours cette option et qui est quand même assez sympa de se dire au pire du pire, il y a une possibilité de trade. Pas pour ramener James Harden, par exemple, on sait jamais, quoi. Le trade contre un 3, moi je pense hein. qu'il. C'est une blague, mais oui, voilà, en tout cas, ils ont de l'asset, quoi. Donc, non, c'est de bonne gain. Ok. Et je crois que tu voulais monter d'un cran encore dans la conférence Ouest, Sylvain, en nous parlant de l'équipe qui est Ouais, deuxième. très rapidement, ouais, très rapidement. Non, parce que franchement, Dallas, on les a quittés l'année dernière. Honnêtement, je pense que tous les fans de NBA avaient peur pour eux, quoi, très clairement, parce que c'était pas vraiment pas Jojo le trade. Il y a beaucoup de gens qui y croyaient pas trop, et d'ailleurs, ils sont pas encore en playoff, hein, et on verra en playoff d'ailleurs. En tout cas, le début de saison, il fait mentir, quoi. Ils ont fait quelques ajustements en défense, quoi, très clairement. Grant Williams qui vient de Boston, et franchement, il fait un taf monstrueux. De toute façon, moi, j'aimais bien ce joueur. Hein. Moi qui suis Couteau plutôt suisse. moi qui suis plutôt un fan des Bucks, je me rappelle encore de lui qui avait allumé les Bucks sur le game 7 là. Depuis ce jour-là, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais donc il y a lui, il y a Derrick Jones, il y a le poste 5, hein, clairement, c'est là où il faudra voir ce que ça donne sur la durée. Ils ont le petit jeune là, Derek, mais qui fait pourtant pour l'instant du bon travail. Mais Ouais, en Dwight tout Powell, cas, c'est quand même assez léger, non? Sur le. ouais, puis en plus lui, Ouais. on connaît ses limites, j'ai l'impression en playoff notamment. Donc il Il y y a a un manque Kleber là qui à va cet revenir. endroit-là. Ouais, mais Kleber, on connaît aussi ses manques. Ouais, On sait qu'offensivement, en fait, là, ils sont deuxième meilleure attaque. De toute façon, quand t'as Doncic, le mec, ouais. il est. Et Je crois que Irving, j'ai ouais. regardé 32 points, 9 passes, 9 rebonds à Ouais, 50-40. il est incroyable cette année. Il fait que des bons choix en plus, je trouve. Enfin, que des bons choix. Il fait beaucoup de Il meilleurs est, choix que il la est, saison dernière. il est top 3 MVP avec Tatum et avec, avec un grand Serge, je sais pas si vous connaissez. Un Autriche là. Ouais. Euh, qui joue les yeux fermés. En tout cas, ouais, non, Dallas, énorme kiff, franchement. Bon, après, c'est de la saison régulière, donc évidemment, priorité à l'attaque. Un peu comme les Pacers de l'autre côté. Pour l'instant, ça leur réussit. Faudra voir sur la durée, mais moi, il me faut kiffer, franchement. J'aimerais bien. Bah, eux, par exemple, le tournoi de Vegas, pourquoi pas, quoi. Une équipe comme ça qui arrive en feu, là, qui tourne bien, avec un Luka qui, sur des matchs éliminatoires, demandé aux Clippers, sait faire mal. Et d'ailleurs, il leur a refait mal il y a quelques jours, là. Ouais, j'y crois. J'aime bien. Priorité pour Dallas. Est-ce Et en plus, que. J'allais poser la question, est-ce que peut-être leur limite, c'est qu'en attaque, c'est un peu trop concentré sur Doncic, Irving, il y a aussi Tim Hardaway qui score pas mal, mais est-ce qu'il manque pas un ou deux joueurs quand même capables de faire des gros points sur certains matchs? Je sais pas. En saison régulière, c'est sûr que non. Franchement, encore une fois, ils seront parfaits. Et je pense que je suis pas. Ils seront en playoff, à mon avis. À quel positionnement, j'en sais rien. Top 6, j'espère, et j'y crois. En playoff, on verra. En effet, après tu as quand même deux attaquants. Je veux dire, si Irving, on oublie le côté. Il peut vriller et il peut trouver que finalement Dallas, c'est pas une ville pour lui. Tu as quand même deux attaquants. J'ai pas envie d'être l'équipe en face qui doit défendre sur. Et par exemple, t'imagines face aux Clippers, quand tu vois leur ligne ouais. de défense arrière, bah, mon Dieu, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'y crois. Ok. Moi, Ouais, ouais, non, moi, je mais. trouve ce qui est positif là sur Dallas, c'est que Doncic fait un début de saison incroyable, mais pour le coup, Irving
il fait un bon début de saison, mais il n'est pas Il peut stratosphérique. faire mieux, ouais. Je suis Il d'accord. peut faire mieux, et pourtant Dallas ça tourne. Alors après, il est plus à la passe, hein, mais il a Il pas une force grosse pas. réussite au shoot. Ouais, il a des matchs où il est pas dedans, il a pas forcé. Donc ça c'est intéressant. Après pour moi les 2 points un peu j'adore Dallas et je suis content qu'ils soient revenus à ce niveau-là. Ils ont fait, comme tu l'as dit, des ajustements incroyables. Il y a juste, moi, j'ai pas confiance à Jason Kidd en entraîneur, en coach. Je trouve il l'a prouvé. Des fois, il a du mal à s'adapter. Je trouve quand il y a des match-ups. Et après, ils ont quand même eu un calendrier qui était Ouais. quand même Pour le coup, favorable. eux, je suis d'accord. Ouais. Même s'il y avait des matchs pièges qu'ils ont bien gérés, hein, parce que le premier match qu'ils gagnent, c'était contre les Spurs, c'était la première de Wembanyama avec une grosse pression euh, à San Antonio, et Voilà, il les le Clippers. gagne. Là, les Clippers, Ouais, ils leur ont fait mal quand même. ouais. Donc, bon. Ils les ont éventrés. Ouais. Ils leur ont mis 60 à 20, je crois, en 2 quarts-temps. Enfin, c'était incroyable. Ça finit à 100. C'est pas là qu'ils mettent 140 points, hein. Non, c'est pas contre eux, Ouais, hein. si, ils mettent 140, ils mettent 144 points. Mais 144. Ouais. je crois qu'ils mettent un 32-2 dans le match ou quelque chose comme ça. Enfin, ils les ont littéralement Mais mais c'est ce que je tués. disais, il Hein. faut défendre. Faut défendre sur cette ligne arrière, hein. Honnêtement, j'aimerais Non, pas mais être c'est quand très. t'as Harden qui fait semblant de défendre. Bref, on va pas revenir. Et Westbrook, qui, quand même, moi je l'aime, hein, mais qui est pas non plus référence défensive, bah c'est compliqué de jouer contre eux. Mais pareil, moi limite, ça sera la défense. Mais bon, on est en saison régulière, donc tu O- rôdes tes attaques plutôt, j'ai l'impression. Ok. Ouais, non, On verra. ça se tient. Après, Jason Kidd, c'est censé être un coach un peu défensif, non? Je sais pas, moi je suis pas un expert, mais est-ce qu'il arrivera pas à... J'en À sais rien, compenser ça. Je- je suis pas fan de Dallas, hein, mais j'aimerais y croire si je l'étais, quoi. Bon, en tout cas, si on croit, on voit quelques limites en le coaching de Jason Kidd. Moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est les Sixers de Nick Nurse qui vient d'arriver à Philadelphie à la place de Doc Rivers. Moi, ils m'ont vraiment surpris parce que ils ont commencé la saison avec le fameux James Harden dans les pattes qui voulait partir. On s'attendait à au moins un début de saison compliqué. Finalement, ils sont en 7-1. Sur 7 victoires de suite, ils ont perdu seulement le premier match contre les Bucks de 1 point en plus. Le départ d'Arden semble avoir été parfaitement géré. Il y a Tyrese Maxey qui a pris sa place, on va dire, sur les lignes arrière. Et il tourne en 26-7, à 40% à 3 points. Enfin, extrêmement propre. Il perd un ballon par match. Je pense que c'est un candidat au MIP, bon, même si après 9 matchs, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Il y a de la profondeur de banc avec ce qu'ils viennent de récupérer, donc Nicolas Batum, Robert Covington. Et en plus, ils ont récupéré des choix de draft qui pourraient servir en monnaie d'échange un peu plus tard dans la saison, peut-être à la trade deadline, pour aller chercher le joueur qui peut te manquer, on va dire. Je sais pas trop à quel poste, mais peut-être un peu encore renforcer l'équipe. Ouais, je vois bien DeMar DeRozan ou Lavine finira à Philadelphie si Chicago ça Bah, ils explose. peuvent. Ils peuvent financièrement ou pas? Je sais pas. Bah, il faudra peut-être lâcher un Tobias Harris, mais je pense qu'ils peuvent parce ils ont mine de rien Bah, si, James Harden, mais si là. ils ont enlevé James Harden, Non, c'est ça vrai, doit c'est leur vrai. faire plaisir. Non, mais c'est Mais clair. Mais ouais, d'ailleurs, tout le monde en parle. Tout le monde parle de Lavine, mais je sais pas si Lavine. J'ai du mal à avoir un avis sur le fit avec. Je sais je pas. Enfin, préférais pourquoi pas, démarrer, évidemment. je préférais DeMar DeRozan, moi je pense. Il peut vraiment amener du mid-range et tout à Philly Ouais, qui en peut être fin de match, intéressant. Voilà. quand Embiid il est prêt à deux, après, il faut voir ce que va continuer à faire Maxi, hein, mais en plus, ils sont allés taper Boston. Ça, ce match, franchement, j'y croyais pas, Ouais. moi. Boston qui était en feu. Parce qu'on parle pas de Boston et de Denver depuis tout à l'heure, mais enfin, les deux équipes, j'ai Oui, l'impression parce qu'elles jouent que un autre sport, là. ouais, c'est des machines. Voilà, mais ils les ont tapés. Donc, et franchement, match serré, match un peu type playoff, impressionnant. Honnêtement. Ouais. Puis ils ont un vrai coach cette année, quoi. Nick Nurse, on voit la différence avec Doc Rivers. Hein. Enfin, La, voilà. la- la Je suis pas un grand fan différence. de Doc Rivers, hein, mais Ouais, non, je pense que Je crois Doc qu'il Rivers, y en a plus beaucoup, là. il a montré ses limites au cours des dernières années. Alors, je pense qu'on va c'est pouvoir beau. clôturer la page NBA là-dessus. Et bon, on attend de voir quelles sont les nouvelles équipes qui vont nous impressionner. Et peut-être, il y aura bientôt les finales du In-Season Tournament. Donc, ça va être intéressant de voir tout. On tourne donc cette page basket pour enchaîner avec la Formule 1 et le Grand Prix de Las Vegas qui fait son retour au calendrier après une première apparition au programme dans les années 80. C'est donc le troisième Grand Prix de la saison qui se tient aux États-Unis cette année, après Austin, qui est le Grand Prix historique de la Formule 1 aux États-Unis, et Miami, qui est au programme seulement depuis l'an dernier.
On a donc le droit à un troisième Grand Prix aux États-Unis. Est-ce que c'est trop pour la Formule 1 selon vous? D'une manière générale, enfin, de toute façon, c'est lié à un petit peu la nouveauté, puis la série Netflix Drive to Survive qui a vraiment amené un nouveau public, notamment américain, sur la Formule 1. Et on sent que voilà, la FIA a très envie de développer ce marché-là. Je pense qu'il y a déjà d'un point de vue commercial et surtout d'un point de vue image de marque. On sait que les Américains en Europe, la Formule 1, c'est le sport automobile numéro un, c'est la plus grande compétition automobile, alors que les Américains ont encore ce débat-là avec NASCAR, IndyCar, où la place de la Formule 1 peut être remise en cause. Donc, je pense qu'ils ont vraiment l'objectif de travailler sur leur image. Après trois grands prix aux États-Unis, je trouve que c'est énorme. Je trouve ça assez impressionnant parce qu'il y a déjà dans la tournée nord-américaine, on va dire, il y a le Canada, puis il y a aussi le Mexique, ce qui fait déjà énormément de grands prix. Après, c'est aussi une vision européenne qu'on a parce qu'on a déjà aussi énormément de grands prix, on va dire, dits historiques en Europe. Donc avoir cette tournée-là, pourquoi pas. Maintenant, 3 grands prix aux États-Unis, c'est énorme. Et d'un autre côté, bah, moi, en tout cas, pour ma part, je suis vraiment hypé de fou par le Grand Prix qui arrive là à Las Vegas parce qu'on se dit ah ouais, un Grand Prix avec comme écrin Las Vegas, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être incroyable. Et sur cette fin de saison où il y a plus énormément d'enjeux, bah, au final se retrouver avec ce Grand Prix là aux États-Unis, mine de rien, bah, c'est un des derniers Grands Prix, je trouve assez intéressant. On va découvrir un nouveau circuit en ville. Bon, c'est assez fou. C'est un projet incroyable. Après, il y a Austin qui est mythique aux États-Unis. Il y a Miami qui est nouveau. Ça fait beaucoup. Voilà, on sent, il y a vraiment une politique. On la sent de la FIA. Après, pour moi, il faut aussi repenser dans sa globalité la vision qu'on a de la Formule 1. Parce qu'on est passé à 23 grands prix sur une saison. Et pour moi, c'est vraiment là le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de grands prix sur une saison. Des fois, on enchaîne 3 semaines avec 3 grands prix. Je trouve que c'est beaucoup. Euh, et ça, c'est un vrai problème. Et c'est peut-être là plus le problème que trois grands prix aux États-Unis. Oui, comme les États-Unis, ça reste un grand pays, donc finalement, oui, ça fait la taille de l'Europe. Techniquement, en Europe, tu dois avoir 7-8 grands prix, donc ça peut se justifier. Et puis, ouais, comme tu disais, le marché américain qui est à conquérir. J'avoue que moi, une des limites du Grand Prix de Las Vegas, c'est que c'est encore un tracé urbain, on en met de plus en plus, alors qu'on sait que les voitures sont trop grandes et un peu pataudes sur des circuits urbains, ça rend pas, enfin, c'est pas toujours idéal. Et ouais, des vrais circuits, Ah, là-dessus, moi, je serais un peu plus intéressé par des circuits. ah, peut-être que là, tu l'as dit, Baptiste, Drive to Survive, je pense que ça met un énorme coup de boost économique à la F1. Ils sont pas fous, hein. Il y a un marché à aller chercher, ils vont le chercher. Et comment leur en vouloir, tu vois. En plus, je me dis qu'en termes de logistique, bon, bah, quitte à être sur place, pourquoi pas en faire un autre, en plus à Vegas, une ville qui est en train de recruter dans tous les sports, là, en l'occurrence. Et après, les circuits urbains, je pense que c'est pareil, ils s'adaptent aussi un peu à cette nouvelle population qui regarde la F1, peut-être au grand désespoir des puristes, quoi. Mais je pense que, tu vois, Singapour cette année, par exemple, c'était incroyable, quoi. Et, bon, attention, Singapour, c'est souvent sympa, mais ça Ouais, peut, même, il y a des faits de course, enfin, ça peut rendre la course hyper intéressante à suivre, quoi. Donc, ouais. Même il y a Bakou, hein, beaucoup Bakou qui fonctionne bien en ville. Après, il y a une grande ligne droite, donc il y a beaucoup de dépassements. Non, je suis d'accord avec toi, Sylvain, mais en fait, on se pose la question d'un troisième Grand Prix aux États-Unis. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Après, effectivement, je pense pas que ça va être. Il y aura énormément de dépassements à Las Vegas. J'ai cru voir quand on voit le profil du circuit, du tracé. Bah, je suis pas certain qu'il y ait énormément de dépassements. Néanmoins, je pense que ça va être des très très belles images. Ça va être assez incroyable, un show à l'américaine. Voilà, ça va envoyer. Mais c'est comme un peu ces grands prix de fin de saison. Bah, en fait, il y a plus aucun. Là, il y a juste le but de savoir qui va gagner le premier Grand Prix de Las Vegas, mais il n'y a plus aucun enjeu en fait, parce que il arrive trop tard dans la saison, parce que le titre est déjà joué, le titre constructeur est déjà joué. Donc, final, c'est ça qui me dérange plus là sur cette fin de saison, parce que pareil, le Grand Prix du Brésil, qui est souvent un des derniers Grands Prix de la saison, quand il y a de l'enjeu,
Enfin, moi, il y a quelques années, là, quand c'était le duel Verstappen-Hamilton, le Grand Prix du Brésil était totalement fou et on l'avait tous regardé parce que c'était incroyable, parce qu'il y avait cette rivalité-là. Il se laissait passer parce qu'il voulait la zone du DRS, il s'était rentré dedans. Voilà, c'était fou comme Grand Prix. Il y a un des derniers Grands Prix, enfin, il y a des Grands Prix qui se sont joués, il y a des championnats, pardon, qui se sont joués sur ce Grand Prix-là de manière assez incroyable. Et aujourd'hui, en augmentant le nombre de circuits, le nombre de grands prix, en plus avec les courses sprint, on va se retrouver avec des fins de saison à 3-4 grands prix où ça sera joué et plus aucun intérêt pour les personnes qui regardent la F1, peut-être pas pour les grands fans, mais pour les personnes plus lambda ou qui regardent de temps en temps la Formule 1, on regardera moins parce qu'il y a moins d'enjeux et ça c'est un vrai, pour moi c'est un vrai problème. Ça c'est la vraie difficulté. On veut trop de grands prix parce qu'on veut une image de marque, mais au final il y a beaucoup moins d'intérêt pour le sport. C'est vrai que 23 Grands Prix par saison pour le suspense, forcément, il y a moins de chances que ça se Après, joue en fin de saison. après, ça, moi, c'est le problème du suspense, pour moi, est plus profond en Formule 1. Je veux dire, ça se joue pas sur le nombre de Grands Prix. Je pense que cette année, tu aurais mis 15 Grands Prix. C'est pas pour autant qu'il y aurait beaucoup plus de suspense. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, en soi, je comprends complètement l'argument. C'est vrai qu'on peut vraiment se retrouver à la fin avec un grand nombre de Grands Prix qu'on regarde un peu. Parce qu'on est passionné et que mais pour moi il y a des choses beaucoup plus profondes peut-être à faire pour essayer de créer un peu plus de suspense aujourd'hui en Ça me Formule 1. rappelle la Formule 1 qui avait mis il me semble que c'est en 2015, les points doublés au dernier Grand Prix. C'était Rosberg-Hamilton à l'époque, et du coup Rosberg qui était à plus de 25 points de Hamilton pouvait toujours... Non, 2014 je pense. Il pouvait encore être champion grâce aux points doublés sur le dernier Grand Prix. Donc là c'était vraiment tout pour le suspense. Mais Mais 23 Grands Prix, je suis pas sûr qu'avec autant de Grands Prix, on revoit ce qu'on a vu à Abu Dhabi, le fameux Verstappen-Hamilton du premier titre de Verstappen. Après, c'était une saison incroyable. Après il y cette avait beaucoup de saison, Grands Prix. Hamilton, il y en avait 20. Il y en avait 20. Ouais, 23, il me 20. semble, là, je vais dire de bêtises. Hamilton, il remonte justement parce qu'il y a beaucoup de Grands Prix. C'est-à-dire que les 4 derniers, il les gagne. Ouais. Sinon, Verstappen, il aurait fait le championnat au 15e Grand Prix, il s'arrêtait là, tu vois. Donc, peut-être une saison où ça aurait pu... Par exemple, l'année dernière, Ferrari commence très fort. Jusqu'à la mi-saison, on peut y croire. Donc peut-être qu'une saison raccourcie sur une saison comme celle de l'année dernière, ça aurait pu jouer niveau suspense. Mais c'est vrai que l'écart est tellement grand cette année que dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Après, les 23 Grands Prix par saison, hormis le suspense, il y a aussi l'aspect écologique. Qui est pas mal en question, on va dire, en Formule 1. Autant de déplacements, ça a forcément un impact beaucoup plus gros, en plus du calendrier qui est assez mal organisé. Donc là, on vient aux États-Unis, mais c'est pas très bien pensé à ce niveau-là. De toute façon, on a eu deux périodes aux États-Unis. Enfin, il y a 3 grands prix, on les a fait en 2 fois. On nous avait promis une tournée asiatique, une tournée européenne, une tournée américaine. Au final, on s'est retrouvé avec des allers-retours sans cesse. Oui, là, clairement, on nous avait fait des promesses sur l'écologie qui n'ont pas été tenues par la FIA. Ça, c'est indéniable, indéniable. Il faut arrêter de nous mentir. Et puis il y a un rythme incessant, des déplacements toutes les semaines. Je pense que c'est intenable. Complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense souvent aux mécaniciens, quoi. Franchement, à la limite, les pilotes, leur vie, ça m'a pas l'air d'être très difficile. Ils vont au Grand Prix en jet et voilà, mais les mécaniciens, tu leur fais une vie là. 23 Grands Prix, il faut l'assumer. Hein. Enfin, je sais que ces mecs-là, les vies de famille, c'est pas simple, mais ça va pas s'améliorer, quoi, je pense. C'est vrai que leur famille, au final, ils la voient que à peine un week-end sur 2 sur l'année, surtout qu'ils doivent quand même bosser énormément. Et t'es tout le temps en déplacement, quoi. C'est impressionnant. En plus du jet lag que tu te prends à chaque fois. Et je sais pas le fait d'avoir autant de Grands Prix, si ça pose. Je pense que ça pose énormément de problèmes sur la question de développement de voitures. Je trouve que aujourd'hui, tu commences la saison, les voitures, les dés sont un peu jetés, alors qu'il y a des années où, comme tu l'as dit, tu vois, Hamilton, Mercedes, ils ont refait la voiture en fin de saison quand c'était le duel face à Verstappen, et tout de suite ça a mieux marché. Et ce développement de voiture, j'ai l'impression, on fait des paris plutôt sur par saison maintenant, c'est-à-dire, en plus il y a eu des changements de réglementation, mais si tu as une mauvaise voiture de début de saison, ça va être très compliqué de progresser. Et alors après, là, il y a Aston Martin qui s'est cassé la gueule. Et McLaren qui a bien remonté. C'est un peu le contre-exemple, mais c'est vrai que globalement, ça doit être beaucoup plus dur de développer
sur l'année, ouais. Ouais. Et ouais, non, c'est clair. Et puis chaque Grand Prix avec 23 Grands Prix, peut-être ça dilue un peu l'importance. Enfin, au niveau des spectateurs, on se dit ouais, un Grand Prix comme un autre, quoi. Alors que quand on a 16, chaque Grand Prix est quand même un peu plus sacré, entre Ah, guillemets, et important. je serais curieux de voir les chiffres. Honnêtement, je les ai pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils sont plus suivis qu'avant, hein. Je mettrai pas ma main à couper, Ouais, mais la FIA est pas folle, quoi. est-ce que c'est l'impact Drive to Survive et une nouvelle Ah remontée de oui, la Formule 1, on va dire, avec plus une meilleure communication et image, ou bien c'est le sûr. nombre de Grands Prix qui joue? Je sais pas. Ah non, 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 c'est que vu qu'il y a plus de monde, on Ouais, fait ouais, tourner la ouais. machine, quoi. Un produit qui marche, bah, t'en fais toujours plus, quoi. Je pense que c'est la logique sportive business, quoi. Ah oui, et Ouais. pour Je- revenir je- à Las Vegas, j'ai vu que ça allait être le circuit où il y a le moins de spectateurs. Il y a peut-être Monaco où il y en aura moins, mais donc quand même vraiment pas grand monde d'attendu. Et ouais, ça Ah, montre à quel point l'aspect économique prend le dessus sur le sportif quand tu vois l'engouement qu'il y a sur le Grand Prix de France. Bon, là, c'est un peu la minute chauvinisme, mais on met clairement de côté l'expérience fan. Enfin, Ah non, mais ça va être un show télévisuel, ils attendent que ça. Mais je suis assez surpris. Mais ça, d'un côté, quand j'ai vu Las Vegas arriver, je me suis dit bon bah ça c'est voilà, ils veulent trouver un nouveau public, mais ils vont chercher des shows avec des vraies images un peu folles, voilà, de la ville de Las Vegas et tout. Et d'un autre côté, il y a Monaco, alors qui est clairement, effectivement, pas le circuit le plus sympa à regarder quand tu connais pas la Formule 1, mais par contre, qui en termes d'image est assez impressionnant, assez mythique. Euh, voilà, les jets d'un côté, enfin pas les jets, les yachts d'un côté, la mer, la descente, enfin c'est assez beau télévisuellement, et d'un autre côté, ils veulent le supprimer, alors que ils vont faire à Las Vegas, à mon avis, quelque chose qui va y ressembler fortement. Donc, c'est pour ça, il y a des choix qui sont faits là, qui sont surprenants de la FIA. J'ai l'impression qu'ils veulent un petit peu relancer et tenter de nouveaux circuits. Et puis les historiques, parce que Spa aussi, pendant très longtemps, on pensait aller s'arrêter. Monaco et le Grand Prix de France, on va leur dire au revoir, alors que ce sont quand même des grands prix qui sont assez mythiques. Donc voilà, ils tentent des choses, tentent des nouveaux circuits, des nouveaux tracés, ouais. mais attention à pas, parce qu'effectivement ils ont plein de nouveaux fans, mais attention que les anciens fans un peu historiques s'en aillent pas, parce que justement, c'est un sport qui a très ancré avec son histoire, donc faut faire attention à pas non plus lâcher ce côté-là. Ouais, pour enchaîner avec l'aspect histoire, il y en a un qui est en train de l'écrire cette année, c'est Max Verstappen qui a totalement dominé la saison. Donc là, pour le coup, le suspense, il l'a tué très très tôt dans la saison de temps, il a dominé. Parce que notamment ah, sa Red... il l'a tué il y a 3 ans, non? Juste pour vérifier. Et notamment parce que sa Red Bull est extrêmement dominante. Et du coup, au début de saison, on a eu un espoir, je pense, tous les fans de Formule 1, pour avoir un peu de suspense, on va dire, on comptait sur Sergio Pérez, son équipier, qui a été pendant 5 grands prix dans le coup, et puis finalement qui a explosé au vol mentalement. Alors il y a l'explication de la voiture, qui est peut-être un peu plus orientée sur Max Verstappen. Et donc ça nous amène à nous poser la question, que doit faire Red Bull pour son deuxième pilote en 2024 et même peut-être un peu plus loin, avec ou sans Pérez. Bah, moi, si je suis Horner, si je suis Red Bull, c'est avec, quoi. Enfin, j'ai cru comprendre qu'en plus, il était partant, même s'il y a eu des rumeurs. Pourquoi changer? Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de discussion sur qui va gagner le titre et constructeur et auto, quoi, avec un Verstappen qui marche sur l'eau et qui éclate record sur record cette année. On pensait qu'il pourrait pas être plus dominant que l'année dernière. Bah si, il a été encore plus dominant. Ça a l'air de bien fitter avec Checo. Enfin, honnêtement, hein, je pense que je me demande parfois si c'était pas plus que veulent les fans. Ouais, En effet, pour qu'il y ait plus de suspense. Mais bon, je pense que si je suis Red Bull et que Perez est partant, et que, encore une fois, ils sont sereins sur la voiture développée pour l'année prochaine, pourquoi changer, honnêtement? Quand je parlais tout à l'heure d'autres choses à faire que mettre moins de Grand Prix, bah ça pourrait être en effet. On rêve tous de revoir Rosberg, Hamilton, se tirer la bourre. Mais ouais, après Rosberg, qu'est-ce qu'a fait Mercedes? Eh ben, ils ont trouvé un second pilote qui était un vrai second pilote. Et on en a bouffé pendant 6 ans. Là, on va en rebouffer encore, à mon avis, on a repris 3 ans et on va reprendre.
Et je pense que ça serait logique de la part de Red Bull de continuer avec Perez, quoi. Je vois pas pourquoi changer. Après, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'année prochaine, globalement, c'est un peu l'impression qu'on a, McLaren est en train de revenir, Mercedes et Ferrari posent un peu plus de problèmes qu'en début de saison peut-être. Est-ce que Red Bull sera moins dominant l'an prochain et aura besoin d'un numéro 2? Moi, j'y crois pas à cette optique. Moi, je pense Moi que non Red Bull plus. va encore dominer. Mais faut quand même se rappeler que Verstappen, il gagne pas son premier titre sans Perez. Son premier titre de champion du Ouais, monde, il peut le remercier. complètement. Quand il crève à Bakou, c'est Perez qui remporte le Grand Prix et c'est sur le redémarrage où Hamilton il bloque ses freins et il marque pas de points. C'est parce que Perez est en tête. Ce qu'il fait sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, enfin voilà, même Verstappen le dit, voilà, Checo, il l'appelle ministre de la Défense, c'est parce que aujourd'hui, enfin voilà, il peut vraiment le remercier, il l'a vraiment aidé sur son premier titre. Et là, Checo était un vrai bon deuxième pilote pour Red Bull. Et c'est pour ça qu'ils l'ont repris derrière, parce que le combat pour le titre pilote, c'était contre un pilote Mercedes. Et après, ce que nous, on a tous voulu, une fois que Red Bull a vraiment eu sa suprématie, c'est qu'il y ait un autre pilote qui puisse euh, affronter Max Verstappen. Sauf que la réalité, pour moi, est très compliquée, c'est qu'aujourd'hui, Red Bull, ils développent leur voiture pour Max Verstappen. Ça, c'est indéniable. Euh, et en même temps, pourquoi il ferait pas ça? Enfin, Verstappen, Bah il ouais. leur rend bien, hein, il bat tous les records, il est incroyable. Et Pérez, Pérez, il a fait deuxième la saison dernière, il va certainement faire deuxième cette saison. Il y a eu un peu de friction l'année dernière et en début de saison entre Verstappen et Pérez, mais ça s'est quand même très très vite calmé. Et de toute façon, je pense que Pérez sait très bien que c'est un deuxième pilote. Il a peut-être eu un petit peu d'espoir en début de saison là, quand il a gagné le premier ou le deuxième Grand Prix. Et on s'est dit, peut-être que Pérez va pouvoir embêter Verstappen. La réponse fut non. Derrière, il en a enchaîné 10 d'affilée en disant, écoutez-moi bien, on va se calmer, c'est moi le pilote numéro 1, c'est moi le patron. Alors, Voilà, Pérez, il a pas le talent de Verstappen. Red Bull a misé sur Verstappen depuis qu'il a 16 ans. Maintenant, Red Bull doit réfléchir et là où ça risque d'être problématique, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que Verstappen, mine de rien, il a une domination incroyable, mais en fait, son premier titre a tellement été incroyable. Les deux suivants, ok, maintenant on sait que c'est le boss, mais pour moi, là, s'il veut rentrer dans la légende, il va lui falloir une nouvelle rivalité. plus Et cette nouvelle d'adversité. rivalité, ouais, plus d'adversité. Et là, pour le moment, il l'a pas. Et par qui ça passe? Son coéquipier. Et Perez pourra pas lui offrir ça, je pense. C'est sûr. Après, là, l'histoire que vous me racontez avec Verstappen bien suppléé par Perez, ça a été vrai, on va dire, peut-être la première saison et demie qu'ils ont eu à collaborer. Derrière, finalement, Perez n'a pas été deuxième l'année dernière, il a fini troisième, notamment parce qu'au Brésil, Verstappen n'a pas voulu le laisser le passer et n'a pas joué l'équipe. Et est-ce que cette année, Perez euh, avait l'air quand même beaucoup moins. Enfin bon, il n'y avait pas vraiment de service à rendre à Verstappen qui s'en sortait plus que bien tout seul. Mais est-ce qu'il sait pas. Enfin, Verstappen aurait pu se mettre Perez dans la poche et s'assurer de sa loyauté. Et finalement, là, franchement, moi j'ai le doute. Est-ce que Perez voudra vraiment servir l'équipe le moment où il devra le faire, le jour où une écurie concurrencera Red Bull? Effectivement, j'ai dit une énorme bêtise qui fait troisième l'année dernière et ça lui avait déjà été bien reproché là, en fin de saison dernière. Après, euh, Perez, quand il y a eu le moment où la seule fois où Verstappen a été en difficulté contre une écurie, contre une autre écurie, en l'occurrence Mercedes, il a quand même joué le rôle modèle. Est-ce qu'il va le refaire? Ça, je pense que c'est le vrai souci. C'est pour ça qu'Helmut Marko l'attaque, parce qu'il se dit, je suis pas sûr qu'il le fasse. Ok. Donc, c'est là où il se pose la question. La vraie question, c'est que je veux bien, mais qui aujourd'hui en Formule Qui, 1 tu voilà. prends pour C'est ce être que j'allais pilote dire. modèle dans une deuxième? Parce que Pour le- les choix qu'ils ont, c'est Ricardo. Ouais, Ricardo, Bah oui, il a déjà été coéquipier de Verstappen et ça marche mal, hein. il y a quand même un crash à Bakou où les deux se sont tirés la bourre. Alors, c'est plus le Ricardo d'il y a quelques années, hein. Ricardo, je pense que s'il récupère un baquet chez Red Bull, il est heureux parce que comment ça s'est fini à McLaren, on pensait plus jamais le revoir en Formule 1.
L'autre choix, c'est de mettre un très jeune en second pilote, sauf qu'à chaque fois qu'ils ont mis un très jeune, que ça soit Gasly ou Albon, Gasly, au bout d'une demi-saison, ils ont changé parce que Verstappen, il aime pas. Il aime pas. Il a besoin d'avoir oui. son petit Checo, quoi. Non, mais vraiment, moi, je pense que c'est pas plus simple que ça, quoi. Il lui faut un gars à côté Franchement, c'est Hamilton. Encore une fois, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, Et on est sur le même niveau de confort de pilote 1, pilote 2. Et je pense qu'ils sont obligés de mettre Verstappen dans la meilleure. Après, pour il un y a fan de l'option Formule 1, Norris aussi. ouais, voilà, c'est ça. Lando Mais Norris. non, ça, Mais là, c'est ils sont très potes avec Verstappen. Norris, c'est l'option que rêvent tous les fans de Formule 1. Parce que tout le monde se dit, Norris, c'est la pépite qui peut peut-être tenir tête à Max Verstappen. Il a de la fibre. Mais moi, je suis à peu près certain que Norris, il arrive chez Red Bull, il se fait aspirer parce que c'est Red Bull, c'est l'équipe de Verstappen. Donc, Verstappen, il est pas sans parler de concurrence. Parce que pour l'instant, il est dans le rétro, Norris. Le jour où tu le mets à côté, ils sont plus amis, c'est terminé. Bien sûr. Hamilton et Rosberg, c'était les meilleurs amis du monde. Après, ils pouvaient plus se parler. Donc, moi, je crois pas du tout à cette option. Bien sûr, sans parler de concurrencer Norris, est-ce que Red Bull aurait intérêt à prendre Norris? C'est quand même au-dessus de Perez en théorie, ça leur assurerait peut-être plus de victoires et une domination plus écrasante. Et est-ce que Norris a intérêt d'aller chez Red Bull? Ça, c'est une vraie question. McLaren, c'est son équipe. Hein. Ouais, moi, je pense pas cette année, quoi. J'y crois pas, moi. Peut-être que je me trompe pas. Mais je vois pas vraiment aujourd'hui quelle est meilleure option que Perez, à part Ricardo pour Red Bull. Et ça se trouve, on dit ça, et ils vont reconduire Perez, et dans 6 mois, en mi-saison, ils changent Perez et Ricardo parce que Perez, il a pas fait mieux que P6 sur les 6 premiers Grands Prix, mais pour le moment, il n'y a pas tant d'options que ça ouvertes. En fait, ils vont faire en fonction aussi de la saison prochaine, de comment ça se passe. S'ils voient qu'ils sont toujours aussi dominants, ouais. Perez ou un autre ne changera pas grand-chose. Hein. Donc Perez reste pour 2024 et 2025, on à voir en fonction de comment ça se passe pour Red Bull, si j'ai bien compris. Ouais. Ok, je pense qu'on va pouvoir refermer cette page Formule 1. Donc on va pouvoir maintenant ouvrir sur le tennis. Notre premier sujet concerne le Masters de tennis qui va commencer, qui a même commencé à Turin, donc qui regroupe tous les meilleurs joueurs du monde. Il y a Sinner qui vient de battre Tsitsipas 6-4, 6-4 à l'heure où on parle. Donc, si vous ne les avez pas vus, les 2 poules du Master ont été publiées. Donc, c'est Djokovic, Sinner, Tsitsipas et Rune dans la première poule, et Alcaraz, Medvedev, Rublev et Zverev dans la seconde. Djokovic est le grand favori, et on se demande bien qui peut arrêter le Serbe sur ce Master. Est-ce que vous avez des noms à proposer? Ça rend la question à 1000 €, quoi. Depuis 10 ans. Non, ouais, ce soir, revanche contre Rune. En plus, j'étais à Bercy pour ce match où Djoko a fait du Djoko, quoi, c'est-à-dire match serré, t'y crois, Rune enflamme le public, et puis au final, voilà, Rune il sort du terrain en premier. En fait, moi, ce qui me fait dire qu'il va prendre ce tournoi très au sérieux, c'est qu'il y a quand même un truc qu'il faut qu'il aille chercher, c'est la place de numéro 1 mondial. Et ça, c'est quand même le genre d'objectif. Quand tu connais Djokovic, quand tu connais son obsession de d'écraser les records et de vraiment taire le moindre petit espoir de débat chez les pros Nadal ou les pros Federer, il faut qu'il aille chercher cette place. J'ai regardé tout à l'heure, grosso modo, Alcaraz peut lui piquer à la race si jamais Djoko passe complètement à côté. Je crois que c'est le seul, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui qui me paraît avoir une chance, non? Je crois que c'est le cas, oui. Donc, je le vois vraiment jouer le tournoi hyper sérieusement. Voilà. Donc après, Djoko qui joue un tournoi hyper sérieusement, j'y crois pas trop. Après, si je devais mettre une pièce, je vais mettre une pièce sur vraiment Rublev, et c'est dire à quel point j'y crois pas. Non, c'est parce qu'il m'a touché sur cette fin de saison. Franchement, je l'ai vu à Paris aussi. À Shanghai, il perd en finale. Contre Djoko, il perd sur le même genre de match. Franchement, c'est frustrant, quoi. Il doit gagner. Il doit gagner à Shanghai contre Urkash. Il doit gagner contre Djoko parce que Djoko n'est pas dans son assiette, quoi. Et il joue trop bien, mais il perd les 2 fois. Je me dis que là, il n'y a pas de quart de finale. Donc,
Donc, s'il passe, il sera automatiquement en demi-finale. Pour lui, c'est déjà quelque chose qui mentalement va peut-être le débloquer. Et je sais pas, il joue bien cette fin de saison, j'ai envie d'y croire. Après, franchement, voilà, c'est une pièce, quoi. Ouais. Ouais. Alors, je suis un poil moins défaitiste que toi parce que souvent, le Masters de fin de saison, il y a des surprises. C'est quand même la fin de saison. Là, Djoko, il est plutôt jeune. Alors, il est en pleine forme, hein. Il l'a prouvé à Bercy. Il s'est encore gagné des Il matchs s'est reposé. assez Il s'est longs. reposé. Mais des fois, il y a des petites surprises à Turin maintenant. À l'époque, c'était à Londres il s'était quand même. Il y a plein de matchs qu'il a gagné. Alors, comme tu dis, à chaque fois en mode Djoko, quand c'est accroché, il arrive à s'accrocher, gagner les tie-breaks qu'il faut. Mais je suis quand même. Je trouve que là, il y a une nouvelle. C'est un master qui est très ouvert derrière Djoko. Alors, Djoko est favori, oui, mais c'est très ouvert. Et la poule, la deuxième poule là, qui commence demain, avec les deux Russes, là, Roublev, Medvedev, Alcaraz, on ne connaît pas son état de forme, Zverev. Franchement, Ouais, je pense qu'il peut avoir une surprise qui peut se glisser qui peut se glisser jusqu'en finale et qui peut vraiment poser des problèmes. Moi si j'avais une pièce à mettre, il y a deux joueurs que je pense qui sont capables de battre Djoko. C'est d'un côté pour moi c'est Sinner. Sinner, je trouve qu'il il a progressé. Là, il a progressé sur cette fin de saison. Il est allé chercher son premier Master 1000. Il est solide. En plus, alors lui, il est plus frais que les autres avec ce qui est arrivé à ah ouais, il Bercy. s'est Il reposé. va, ouais, ouais, Il s'est vraiment reposé pour le contre, coup. Ouais. contre son gré et il arrive quand même en pleine forme. Et je pense qu'il a les dents longues et surtout c'est chez lui. La seule inquiétude sur Skinner, c'est toujours qu'il fait toujours. Je pense que chaque année, il fait l'un des plus beaux matchs de la saison, mais c'est lui qui le perd. Chaque C'est fois qu'il vrai. a un grand match, il a vraiment pas de chance qu'il joue son meilleur tennis. Je me souviens d'un match contre Alcaraz qui perd, il a un Ouais, il y niveau en de a jeu plusieurs. incroyable. Il y en a Ouais. plusieurs aussi. Ouais. Donc c'est cet aspect mental là, un peu comme Roublev, mais je trouve qu'il est en train de passer un cap qui est assez intéressant. C'est-à-dire que l'année dernière, on disait bon, c'est un top 10, ça y est, Sinner. Là, je pense que maintenant, on peut presque se dire que c'est un top 5 et qu'il est en possibilité d'aller chercher des finales de Grand Chelem. Donc, il faudrait qu'il valide ça par un gros tournoi là, à Turin. Et de l'autre côté, pour moi, c'est un autre joueur que pas grand monde aime, mais qui est très fort, c'est Medvedev. Et Medvedev, moi, je pense que Medvedev, il a toujours posé des problèmes à Djoko quand même, assez régulièrement. En indoor sur dur, Medvedev, faut jamais l'oublier. Et il est dans la poule avec Alcaraz, on ne connaît pas vraiment son état de forme. Roublev, qui souvent il arrive à battre. Et un Zverev aussi, peut-être un peu fatigué. Donc attention à Medvedev. Attention à Medvedev. Pour moi, c'est les deux joueurs qui sont très dangereux. Là, je trouve que la poule avec Djoko, elle est compliquée parce que Rune, il peut aussi sortir des matchs. Enfin, c'est Rune, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Ouais, Sinner a fait la première étape en battant Tsitsipas, qui pour moi est un peu en dessous là, des trois autres, parce qu'il a fait une fin de saison compliquée, même s'il revient bien là depuis Anvers. Ouais, je pense que Sinner va sortir avec Djoko et après on verra. non, mais je suis d'accord. Moi, le Rublev, c'était la pièce du cœur, hein, je précise. Non, mais Non, j'aimerais non. vraiment. Franchement, ça me ferait du bien pour lui, Ouais, quoi. il joue bien Roublev. Il joue bien Roublev, hein. Ah ouais, Il, mais bon. il, il joue Medvedev, il y bien, a un mais vrai blocage, quoi. C'est triste à ouais. voir, d'ailleurs. Franchement, pour l'avoir vu en vrai à Bercy, c'est vraiment, quand on le voit, parce qu'à la télé, on n'a pas le temps, je pense, de voir notamment quand il est sur le banc. Pardon, excusez-moi. Il y a une chute. Et le fait de voir tout le match et de voir vraiment un joueur qui bloque mentalement, c'est très frustrant parce qu'il développait un jeu incroyable. Mais bon. Sinon, oui, Medvedev, moi, j'aimerais y croire s'il y avait de l'argent à mettre pour le coup. Faut quand même falloir qu'il sorte de cette poule qui est monstrueuse, moi, je trouve. La poule rouge, du coup, parce que c'est vert rouge, si j'ai bien compris. Mais j'ai envie d'y croire, ouais. En plus, il doit être bien frustré de sa défaite là, à Bercy, qui était quand même un match énorme. Donc, pourquoi pas, ouais. Non, mais j'avais coché les trois mêmes noms que vous, donc c'était Sinner et les deux Russes, donc Roublev et Medvedev. Et Roublev finit vraiment très fort la saison. Il y a que Sinner le bat à Vienne en finale, ça se joue au tie-break. Pareil, comme tu disais à Mais il perd, Bercy, en il fait. accroche bien Djoko. Comment? Oui, mais il perd, en fait. C'est celui Ouais, qui finit le oui, mais mieux, il perd. mais il prend pas un titre, quoi. C'est ça qui est horrible Ouais, pour c'est lui, vrai, quoi. c'est vrai. Mais sur un Masters, on sait qu'il y a déjà eu des surprises. Après, bon, Djoko a perdu un seul match sur dur cette année. Je pense que faudra vraiment qu'il soit dans un très mauvais jour face à un très fort joueur pour aller le chercher. Et puis, à Bercy, en plus, il était diminué. Il a quand même réussi à les battre.
Ouais. Ouais. Je l'ai pas trouvé si souverain que ça, moi, à Bercy. Hein. Alors, Non. mis à part la finale, mais je trouve que Dimitrov avait pas les armes, n'a pas les armes Mais pour battre Oh non, Djoko. Mais il les a pas. il était malade apparemment, Djokovic quand même. Il a eu des Oui. problèmes toute la semaine. Me mettez pas Ouais. sur ce terrain-là parce que je vais me tendre. Ça va me tendre. La Et, fameuse déchirure aux abdos, mais quand même à son meilleur niveau. Non, là, c'était diarrhée, là. Ça, on connaissait pas. et personne parle trop d'Alcaraz. J'avoue que moi, C'est j'y vrai. crois pas trop. Sur les J'y fins de crois. saison, il est quand même souvent. C'est dur pour lui, les fins de saison, j'ai Il a l'impression. le syndrome de Nadal un peu. Un peu, J'ai mais c'est remarqué, étonnant ouais. parce que pour le coup, peut-être que c'est son jeu aussi qui lui fait ça, hyper physique, hyper engagé. Peut-être qu'il arrive sur la tournée asiatique, là, tu as l'impression qu'il. Voilà, c'est pas son moment, quoi. C'est pas la première année que ça fait ça. Mais c'est vrai qu'il peut être Mais frustré de son Bercy qui est catastrophique, entre guillemets. Peut-être qu'il va arriver un peu revanchard. Hein. Puis encore une fois, lui, il a la place de numéro 1 mondial à aller chercher. Peut-être que ça peut le stimuler, je sais pas. Hein. j'ai quand même du mal à l'imaginer Alcaraz. En fait, à enchaîner tous ces matchs parce que là, pour le coup, il n'aura pas de match simple, surtout dans Ah sa non, poule là, comme tu t'es dit. non, non, c'est clair. Même Roublev, je pense que ça va être compliqué. Il joue demain, si je dis pas de bêtises, il joue Zverev. Il joue Zverev demain. Et c'est peut-être sa et chance de commencer par Zverev, C'est le non plus facile, Zverev. Bah, Ouais. disons que ouais, ça dit ouais, la poule, quoi. ouais, et puis en plus Zverev Alcaraz, ils ont quand même une histoire parce que Alcaraz il gagne son premier 1000 à Madrid contre Zverev. Je sais pas si c'est son premier 1000, mais en tout cas il gagne le 1000 contre Zverev en finale et Zverev le sort à Roland en quart, Ouais, la fameuse année où tout le monde attendait la demi-finale Alcaraz-Nadal et ouais, Zverev le ouais. sort à Roland et ça avait été aussi un très très gros match avant que Zverev J'y se fasse étais. sa blessure. Et J'y c'est étais. J'ai fait que 2 matchs à Roland de ma vie et celui-là, j'y étais, par exemple. Et c'était le jour où surtout on se demandait quand est-ce qu'allait être mis le Djoko Nadal et j'avais le billet jour et ouais. j'attendais pendant une semaine, j'attendais que le tournoi prenne la décision pour France Télé et non, ils l'ont pas fait, quoi. C'est Prime qui a décidé, j'étais vert. Mais ouais, mais le match était incroyable. Je suis d'accord qu'ils ont une histoire les deux. Mais Mm. tout comme toi, j'y crois pas trop. Après Alcaraz, je vais pas parier de l'argent contre lui non plus parce qu'on sait jamais. En tout cas, il a pas l'air d'être. Ouais, les fins de saison sur dur, c'est pas son truc, quoi. Sur dur indoor en plus. Ouais. Après, ouais, pour moi, celui qui. euh, J'étais assez surpris mais je trouve que les poules le niveau est très bon dans les deux poules, moi je trouve. Effectivement, il y en a une où c'est Ouais. très ouvert parce que comme Alcaraz, on connaît pas son état de forme. J'ai l'impression que les quatre peuvent sortir. Alcaraz, Zverev et les deux Russes. Et de l'autre côté, il y a l'épouvantail Djoko. Pour moi, il y a Tsitsipas qui est en dessous. Mais par contre, Sinner, Rune, tu sais que sur un match, ça peut battre tout le monde. Donc, Mhm. c'est toujours, j'adore ce Master Tour parce que t'as Ouais. toujours des surprises l'année dernière. Fritz avait failli battre Djoko, je crois, l'année dernière, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Mais comme je trouve que pour le coup, j'aime bien le principe de finir par ce tournoi-là la saison. Je trouve ça assez cool. Et puis Djokovic aura forcément une demi-finale pas facile, quoi. Il n'y aura pas de cadeau là. Ah bah là, Ce au sera... Masters, t'as aucun match qui est censé être Ouais. facile, hein, normalement. Ouais. Surtout, je suis Ouais, d'accord, surtout que là, c'est vrai que les 8, il y a des années où il y avait. ouais. Mais ça Désolé, arrive qu'il. désolé Gaël, mon fils, hein, mais quand J'avais par Ouais. exemple Gaël allait chercher le top 8 et il y avait d'autres joueurs comme ça, Mais il y avait il eu y en a. Sock et tout. Ouais, Ouais, Jack les Sock. Américains, ouais, en Mais, effet. cette année, il n'y a pas eu de blessés en plus, donc c'est les vrais 8 premiers mondiaux, il me semble. Donc c'est peut-être ça aussi. Des fois, Ouais. on se retrouve avec 2-3 blessés, il y a un 11e mondial qui arrive. Ou... Oui, puis t'as souvent Ouais. Rafa qui est en fin de saison qui est tout pourri. Enfin, c'est bête, mais non, mais c'est vrai. Franchement, un peu comme Alcaraz, ça ouvre un peu le J'ai tableau. Et là, il n'y a que des joueurs de dur. Les 8, Tsitsipas, on peut le mettre à la limite un peu dans une catégorie à part, mais tu n'as que des joueurs dur indoor, ils adorent. Normalement, c'est censé être bagarre sur tous les matchs, quoi. Bon, C'est Sinner vrai que a montré sur le premier match que pas Tsitsipas. Mais... C'est vrai que d'habitude, tu as un Nadal cadeau dans une poule et ça te fait 3 victoires. Enfin, une victoire de sûr. Attention à la blessure de. Et je veux pas porter de l'œil, je veux pas porter l'œil, mais attention à Alcaraz, je sais pas, sur son état et qu'on Blessure, se retrouverait carrément. qu'un, ouais, pas Ouais. blessure, mais non, je pense qu'il va le jouer. Je pense que c'est un joueur qui mine de rien a envie de le gagner, Ah, il c'est l'a vrai que jamais gagné. Bercy l'année dernière, je me rappelle, contre Rune, il sort sur blessure à la fin du premier set. Vraiment, il n'est pas en bonne entente avec cette fin de saison Et, sur dur, là. et du coup, est-ce qu'il va pas vouloir, est-ce qu'il n'y a pas un remplaçant qui va rentrer? Des Là, fois, ça fausse aussi le Master Tour. Hein. Je pense pas, hein, mais mais ça serait, À il voir, faudra. ça à serait voir. déjà su, non? On le saurait déjà, non? Non? Il pourrait faire ça Bah, demain des matin, fois, ils quoi. font.
des fois, ils font un match et puis ils arrêtent. Moi, je me souviens d'années où ça faussait un peu. Tu te retrouvais avec Areno Busta qui était rentré dans le Master alors qu'il y avait plus qu'un match qu'un ou deux matchs à faire. Ça avait un peu faussé la poule, donc attention. Ok, bah en tout cas, ce sera pas un Français qui risque de le remplacer. On va enchaîner sur la belle fin de saison quand même des Français. Donc les Français qui ont fini plutôt fort la fin de saison avec les ATP 250 remportés par Gaël Monfils qui en a claqué un. Il y a Manarino et Humbert qui ont gagné ce week-end. Il y a même Arthur Fils qui a fini finale, il me semble. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de ce fin de saison des Français? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour la suite? Alors moi, alors ça, j'allais parler de Manarino, donc motif d'espoir pour la suite, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Mais mes motifs de kiff pour tout de suite, par contre. C'est-à-dire que Manarino, franchement, il fait plaisir. Bon, c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde, hein, clairement. Moi, j'adore personnellement. C'est un peu le vieux briscard qui a pas la puissance, mais qui est hyper intelligent, qui est malin, qui est un peu teigneux, hein. À l'US Open, il m'avait régalé. Et il avait fait un tournoi incroyable. Et la fin de saison, bah, dans la lignée de cette US Open, en fait, depuis cet été, il fait une fin de saison assez sympa. Bon, il va chercher des ATP 250, mais il faut quand même aller chercher, quoi. Je cache pas que j'ai pas regardé tous ces matchs, hein, en toute franchise. Les ATP 250, quand en plus, enfin voilà, pas forcément ce que je vais regarder, mais j'ai regardé quand même un peu ses résumés de match et il fait plaisir. Donc voilà, non, moi c'est vraiment Manarino, c'est mon coup de cœur. Il va battre un record qui était détenu par Big Three, là. Tout le monde en a parlé, c'est fou quand même. Ouais, j'ai vu. Trois tournois après 35 ans. Bon, alors c'est peut-être pas les mêmes tournois par contre. Ça, c'est pas dans le record, ça. Ça compte quand même que pour un. Ouais, 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 c'est ça. Chaque Bah, tournoi ouais, je pense compte. que Federer, à la fin, il allait chercher des tournois qui n'étaient pas tous des Master 1000, hein, mais bon, quand même, voilà, passé bientôt, enfin, il a 35, non? Il va vers ses 36, je crois, Ouais, je crois qu'il Adrien. a plus de 35 comme le record, c'est du coup le quatrième joueur à atteindre titres à plus de Ouais, 35 ans sur en une une année, saison. quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est fou. fou. Et Et je crois, t'as l'impression qu'il développe son meilleur tennis, quoi, tout simplement. ouais, c'est ça. Mais Voilà. Dans sa il est, carrière, il a gagné 5 tournois en tout, dont 3 cette année. Genre, incroyable. Ouais, non, mais il est en feu total, là. il est 20e à la race. 20e à la race cette saison. On n'est pas loin de le voir à Turin au final. Hein. Pas loin. Faut Et quelques blessures, quoi. Voilà, mais on va y arriver. non, non, après, et ouais, pour moi là, pour le coup, sur les motifs d'espoir, alors effectivement, Mandarino, gros kiff, je trouve ça bien parce qu'il a souvent été dans l'ombre des quatre mousquetaires, souvent dans l'ombre, il était souvent 40, 50e mondial, mais on avait une telle densité qu'on en parlait très peu. Donc là, sur sa fin de carrière, qu'on puisse en parler, c'est quand même un joueur qui a été régulier. Effectivement, c'est peut-être pas le plus beau jeu, mais du coup, c'est vraiment top que voilà, il finisse sa carrière, qu'il ait un peu plus de reconnaissance du public français. Donc ça pour moi, c'est ultra positif. Et vraiment, pour moi, l'autre très bonne pioche là de ce fin de saison, c'est Hugo Humbert. Il fait plaisir parce que c'est un joueur qui a juste avant le Covid était vraiment sorti. On s'était dit, ça c'est le renouveau du tennis français. C'est quelqu'un qui va pouvoir se mettre dans le top 20 dans la durée. Puis il a un peu explosé et il était sorti du top 100 même et on s'était dit bon bah voilà encore un espoir déchu. Il y a vraiment plus personne au niveau du tennis français jeune. Derrière, il y a eu l'arrivée de Fils et Van Nash et on s'est dit bon bah finalement c'est sur eux qu'on peut compter. Et là, je trouve que Herbert il revient fort et il prouve aussi qu'il a sa place. Là, je crois qu'il est revenu dans le top 20 mondial, 21e à la race. Il a gagné des tournois et il a fait des bons tournois aussi où il a perdu contre des gros joueurs, mais où il a battu des bons joueurs. Donc non, ça fait plaisir. Je suis content pour lui. Ce qui lui manque pour moi, c'est de faire une saison régulière. C'est-à-dire de faire une saison de janvier à novembre, décembre en étant le meilleur. Enfin, en étant le meilleur joueur français en tout cas, et en proposant toujours la même régularité. Je trouve que même sur cette fin de saison, des fois, il a manqué certains matchs. On s'est dit à Bercy notamment. Alors, pas Bercy, mais le tournoi avant Bercy qui gagne et celui d'avant où il perd. Il y a En un match Master où il 1000 ou passe en. non, c'est un 500, je crois, où il passe un peu au travers de son match, c'est Je sais dommage. plus. Mais, en tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est ultra positif sa fin de saison. Humbert, il revient dans le top 20, il va être tête de série sur les prochains Grands Chelem. Voilà, je pense que c'est un joueur il a certainement qu'il ne gagnera jamais de Grand Chelem, hein, mais c'est un joueur qui mérite d'être dans le top 30 mondial. Et il a un bon jeu. Donc non, c'est ultra positif. Et moi, je pense que ça annonce une bonne saison 2024 là, avec Fils et même Van Ness, hein, qui pour moi a une marge de progression assez incroyable.
Ça manque un peu de tournoi sur herbe pour lui la saison, quand même, Ouais. malheureusement. Non, et lui qui est le meilleur joueur sur herbe. Ouais. Sa déclaration lui a fait du mal au pauvre Robert. Mais Mais en vrai, je pense que pour qu'il fasse une grosse saison, malheureusement, ça fait partie des joueurs où ça manque un peu d'herbe, quoi, je pense. La terre, c'est pas sa mais, meilleure amie, donc ça, il passe pas souvent un très bon moment, quand même. mais c'est ça. Mais en plus, il a eu énormément de mal la saison dernière et même en début de saison là, c'était compliqué. Heureusement, enfin, à un moment, on était quand même inquiet de savoir s'il pouvait un jour retrouver un tournoi principal, enfin, un tableau principal d'un grand chelem. Hein. Donc là, le revoir top 20 monde, ça fait plaisir. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il va pas refaire comme il a fait il y a quelques années et on va l'abandonner de nouveau quoi. Enfin, il va relâcher l'année prochaine. On va voir s'il réussit à atteindre une certaine régularité. Ce que je vous propose pour finir, je vous ai préparé un petit quiz sur le tennis. Donc, il va falloir que vous citiez à tour de rôle l'un des tennisman français qui a gagné Oula. en simple au moins 4 tournois ATP. En tout, il y a 20 Français qui ont déjà remporté 20 tournois ATP dans leur carrière. Donc, il faudra les citer J'ai à tour de rôle. Mon Dieu. j'ai eu peur de 4 Roland Garros parce que sinon ça allait aller très vite le jeu. Mais Non, 4 tournois ATP. Mon Dieu. Donc, qui veut commencer? Je vous laisse. bah, vas-y Vas-y, Sylvain, de toute façon, vas-y, Gaël, mon fils, quand même. Gaël, mon fils, c'est bon, il en a gagné Même s'il a perdu 12. beaucoup de finales, elle a quand même gagné 4. Ah, Oui, il en a perdu Son, 22, son, ouais, peur, j'ai hein. la stat là. C'est le J'ai record, eu c'est son le peur. gars. record français. Tsonga, c'est bon. Il est deuxième français à avoir remporté le plus de tournois avec 18. Mais moi, j'ai tout de suite envie d'aller sur. Bah, ah non, mais quand même, j'espère quand même que Richard Gasquet a pris 4 tournois ATP quand même, non? Si, il a 16 tournois. Ah Ah putain, oui! 16. Ah, Oh. 16. Tu sais que j'ai eu un doute parce que alors je pense qu'il a dû gagner beaucoup de tournois. Il a 16 Beaucoup de... 250 en fait, que des 250. Ouais, voilà. C'est ça. Et il en a combien en France pour ça? T'as la stat ou pas? Là, je l'ai Sur le pas. terrain? Je Ah, l'ai ok. pas. Mais Parce que T'imagines il fait autant de points que deux grands chelems sur toute une carrière. C'est beau quand même. je vais dire Gilles Simon, Gilles qui a dû en Simon, Oui. claquer. quatrième, c'est bon. Juste, Bah, vous avez le droit à ça, une c'est les quatre bavure premiers là? chacun. Vous avez le droit. Non, C'est- vous avez 2, 3, 4, 5. Et vous avez le Il droit à manque le une 1? erreur chacun. Et après, c'est terminé, vous êtes éliminé. Il manque le 1 là? Il manque le 1. Il manque le 1. Ça, Je vais dire Eric Noah quand même, mais Yannick je Noah suis même en pas 1, sûr. effectivement, avec ouais. 23 titres du Grand En Chelem, 1 de 23 titres tout du court. Grand Chelem. Ouais. Oh, incroyable! Il Je me suis dépasse emballé. Djokovic! C'est fou de se Même dire pas. que Même pas. Djokovic a plus de tournois du Grand Chelem que le meilleur Français Voilà. n'a de titres tout court. Mais bon, Voilà. C'est ça la stat. ok. Ah, il est 1 quand Euh, même. Attends, j'étais pas sûr, hein, franchement. euh, je vais dire Grosjean. Sébastien Grosjean, il a 4 titres, pas plus, donc ça passe. C'est ric-rac. Putain, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Hein. Bah, en fait, il a gagné un Masters 1000 et 3 ATP 250 au final. Mais ouais, moi aussi, je pensais qu'il était au-dessus. Il a fait une finale du Masters aussi, par exemple, mais pas de titre. Ouais, c'est ce que j'avais vu dans les stats, du coup, je m'étonne. Alors, moi, parce qu'on part sur les vieux tout de suite, mais après, c'est un peu la loterie. Mais Guy Forger, par exemple, il a pas 4 tournois? Guy Forget, c'est très bon. Il est 6e, bien joué. 11 tournois. Ouais, c'est bon ça. Henri Lecomte. Henri Lecomte, 7e, 9 tournois. Oh là là, c'est solide. Moi, je vais dire 100 euros. Et là, je suis pas 100 € sûr, hein, par contre. 8e. Non mais attendez, vous avez la feuille sous les yeux là, Oh, c'est pas possible. C'est incroyable. promis, c'est sans l'ordi. Promis. Euh, non, parce que Grosjean, j'étais beaucoup plus sûr que ça, donc là, je suis assez inquiet. À 100 euros, J'ai- 100 euros, je suis surpris qu'il y en ait autant, par contre. Honnêtement, mais Ouais, bon, Il, moi aussi. ça fait il plaisir. en a 6. Il en a 6. Ouais. Ah, ah, d'accord. J'hésite, mais Là, il reste plus que des je 4 et pense des 5, hein, donc c'est pas facile. C'est normal que tu hésites, Pioline. quoi. Pioline, c'est bon, Bah il en oui, a non? 5. Bah oui, Il en a oui, c'est 5, sûr. Pioline. Ah, Mais si en avant, j'ai- si en avant, Pioline a même un moi, je veux le Masters dire. 1000.
Ouais, en fait, je fais par les tournois. Genre, dans la tête, j'ai un peu ceux qui ont gagné des tournois comme ça et j'essaie de les faire. Je pense à un autre nom qui doit en avoir 4 et je pense que tu l'as pas, c'est loin. Moi, je vais dans des plus récents, mais là, du coup, pareil, un peu très peu serein, mais je vais dire Beneteau. Ouais, il allait Julien savoir. Beneteau, je crois qu'il n'a aucun titre, je le vois pas dans la Non, liste. il a juste battu Federer, quoi. Il bat Federer, mais il a pas de Et titre, quoi. je crois quand il fait demi à Bercy, il avait aucun titre et son premier Oh titre, mon ça aurait pu Dieu. être un Master 1000, je crois. Ah, c'est Je crois triste pour qu'il lui. n'a Bah, si, même pas un titre. il a gagné la cup avec les filles, quoi. En tant que coach, on peut lui accorder ça, non, mais ça fait un. Allez. Oh là là. Donc Terrible. t'avais le droit à une bavure, donc t'es encore en jeu, mais t'as plus le droit à l'erreur. Sinon, c'est encore à toi. Du coup. J'hésite entre deux nouveaux là. Attends. C'est encore à Sylvain, du coup, vu qu'il a Ah, pas. Ok, bah, je vais faire le deuxième où je n'étais pas du tout serein non plus, mais je vais partir sur notre chien Mika Yodra. Michael Dis-moi qu'il a Liodra, quel c'est titre. bon. Le 5 double, titres. ça compte pas? Oh, Non, c'est que simple, mais ça passe pour Liodra. Il a même un ATP 250. 500. Un 500 à son actif. 500. Enfin, je me suis dit quand même. Pardon. C'est plus, en fait. alors là, j'étais sûr que Audra, c'était comme ça passait pas. Putain. Alors là, j'hésite. On l'a dit, Gilles Simon. Hein. De toute façon, je vois Ouais, pas je sais comment pas on qui peut l'a pas dit. l'avoir dit. Oui, Est-ce que Pouille, dans sa grande période, il allait claquer des lions? Allez, je vais dire Pouille. Lucas Ouais, Pouille, Lyon, c'est Metz, bon. peut-être. 5 titres aussi. Ah, le salaud. Il vous en reste 2 qui ont gagné 5 titres et 5 qui ont gagné 4 titres. Donc il y a 7 On a dit. possibilités. Cette possibilité. Est-ce qu'on a dit Clément? On l'a dit Clément ou Oh pas? putain, je l'ai Il oublié. n'a pas été dit. Ah, Arnaud Clément? Ouais, oui, Ouais. C'est bon. Pas, Il a ses pas le 4 prénom titres. Clément. Il a ses 4 250. Ah, j'hésite entre. SQD? Non, Nicolas c'est Escudé, toi qui l'as c'est dit. bon. Ah, putain. Escudé, c'est bon. Il a 4 titres. Il a 4 titres. Oh là là. Moi, c'est le cœur le prochain, mais honnêtement, pareil, pas sûr. Je dirais Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, J'avais 4 titres, c'est bon. totalement oublié l'homme qui a failli battre Nadal. Non, il était loin. Mais très beau match, très beau match. Il vous en reste que 4. Hein. Herbert. Pas tous les faire. Pierre-Hugues Herbert. Pierre-Hugues Herbert. Ouais, je pense pas. Il n'a jamais gagné un Non. titre. Il n'a non, jamais pas gagné un simple, titre en non. simple. Je sais pas, il aurait Comment peut-être ça pu gagner un ATP à Metz ou à Strasbourg ou je ne sais où. C'est encore à toi, du coup, c'est ça? Ouais, c'est encore à toi. Là c'est décisif. Ah, tu peux tenter le binôme, hein? Ouais, en fait, j'hésite, mais est-ce que Wimbledon Junior compte ou pas, quoi? C'est la grande question. Je crois que là, il n'y a que les ATP 250 minimum. Je rigole, c'est les titres ATP, mais je réfléchis parce que j'ai que lui qui me vient en tête. Et je suis sûr que dans les années 2000, là, il y en a quelques-uns qu'on a oubliés. Bon, là, je suis un peu sur le. Ouais, je vais tenter Nicolas Mahut, mais je pense pas qu'il les ait. Hein. Nicolas Mahut, il a ses 4 titres, c'est bon. Oh, Il en reste plus que 3. Ouais. Alors, en vrai, vous êtes impressionnants, les gars. Franchement, non, là, je pense que je suis en rupture de stock, là, j'ai envie de te dire, ça, de joueurs. Attends, je vais essayer d'entendre. Dans les vieux, il n'y a pas d'indice, Pas d'indice, comme vous voulez. Il en reste 3. Ouais. Dans la team de la première Coupe Davis, là, avec les. Mais non, mais on est trop bêtes. Il y en a un il y en a un qu'on on en a parlé juste avant qu'on a oublié de dire. Non. Il y a Manarino, je pense. Manarino? Ben oui, non. Oh non. Manarino, c'est bon, 5 titres. Non, mais ça, c'est. Non. Mais. Ok. Donc, attends, c'est qui dit Manarino? Mais c'est pour nous deux, Non, mais c'est pour nous deux, Manarino, parce que j'ai. Faut que je dise le mien, Bah, est-ce qu'on peut pas aussi tenter? On l'a pas dit quand même. Est-ce qu'on l'a dit ou pas, du coup Herbert, mais c'est Herbert, on l'a dit. Ah, Hugo Humbert, il en a peut-être claqué 4, hein? Bah. Ouais, je pense. Hugo Humbert? Il a 25 ans au club, il n'en a pas gagné un par an? Oui, ça c'est mon dernier mot. C'est bon, il a gagné 4 titres, Hugo Humbert. Non, mais là, moi, les 2 derniers, honnêtement, il reste plus qu'un, même. Il en reste plus qu'un, j'avoue que c'est le plus dur. C'est un vieux ou c'est un jeune? Je le connais même pas, j'avoue. Je pense que c'est un vieux. Ah, d'accord, ok. En fait, Est-ce qu'il est vivant? Il est vivant, il a 60 ans. D'accord.
Ouah, c'est dur, c'est vrai. Donc, c'est la team de Noah. Ouais. Il a Et atteint c'est son cette Coupe Davis prime en là, quoi. 86, ce mec. Ce joueur. Non, en 86? Ouais, il était à son meilleur classement, il a déjà C'est fait la des... balle de match. Celui qui trouve, il a Ouais, gagné. c'est ça, là, faut me le donner. Je vais donner son prénom. Comme, Non. Ah ouais? Non? Parce que tu Ok. penses qu'on connaît pas le Non, nom. mais Mais c'est possible, non, mais t'as mais peut-être raison, hein. Je- je, je- Ah, il a quand je même suis sûr été qu'il est. numéro 10 mondial. Il a été numéro 10 mondial en 86. C'est un droitier, 1m77. Il Ah a jamais non. fait mieux qu'un troisième tour de... Ah si, il a fait un huitième à Roland-Garros en 89. Je sais pas dire, mais Il a joué en Coupe Non, je sais Davis. pas, je sais pas, je sais pas. Son prénom, Et en plus, Chiellini, on l'a dit. c'est Vas-y, vas-y. Thierry. c'est l'entraîneur de c'est l'ancien entraîneur de Beneteau, je crois. C'est Thierry Ah, je sais pas. Champion. Thierry Champion. Non. Non. Thierry. Thierry T. Ça commence par un T, son nom de famille. Ah, je sais pas. Ah, c'est dur pour lui, là. Honnêtement, je sais Ah pas. non, Entre je Thierry. sais pas. Thierry, Ok. quoi? Bah, je vous donne la réponse. Vas-y, Ouais, vas-y. enfin pour moi, je Ça pourrais devient, déjà ça trop. devient 1 million pour lui, là. Ça devient 1 million. Dis-le. Thierry Tulane. Thierry Tulane. Ah, Ah ouais, non, franchement, honnêtement, je l'aurais jamais eu. Hein. j'assume, Mais, j'ai même pas le prénom. Je Non, le connais pas. moi non plus. En fait, mais, quand les- j'ai vu le top, je connaissais tout le monde, sauf ce joueur, mais qui a mais je quand pense que, même 5 ATP 250. mais je pense que les fanatiques de basket, de tennis nous en voudront peut-être, mais non, ouais, c'est. Non, Oui, c'est bah, désolé désolé. de l'avoir raté. Parce que j'essaie de me mettre dans la tête les responsables de tournois actuels. Ouais. C'est pour ça que Ah, Pioline, moi, il c'est arrive Guy. assez C'est vrai vite que et tout. Guy Ouais. m'est venu en tête tout de suite, le bon vieux Ah, Guy. Mais ouais, après, plus vieux que ça, Ouais, j'avais Pioline dans la moins tête connu, aussi, quoi. direct. mais ce qui est assez marrant, c'est que vous n'êtes pas tombé. En fait, les deux que vous avez cités, donc Beneteau et Herbert, n'ont jamais gagné de tournoi. Donc en fait, par exemple, Benoît Paire, il en a C'est gagné ouf. 3. Vous n'y avez pas pensé. Benoît Oh, Il y Paire. a, il y a On Arnaud entend de Beu, mémoire, on a il y oublié. a Jérémy Chardy, Arnaud Di J'ai, Pasquale Chardy. qui en avait gagné. Chardy, j'y ai pensé un moment. J'hésitais entre l'UMAU et, par contre, père totalement oublié. Ah, Totalement complètement oublié. pareil. Alors Que que je suis fan, hein. C'est terrible. Je pense Ah, que c'est, j'associe pas à Guy le tournoi, en fait. Ça doit être ça. ouais. Mentalement, il y a un truc qui passe pas. Mais je pensais aux personnes qui a gagné des 250 là, souvent celui de Lyon là, souvent avant Metz. Roland là. Metz Et je aussi. fais, ouais. Bah, Gaël, il fait toute sa carrière sur Metz, hein, je pense. Même Tsonga, c'est leur tournoi, hein. C'est clair. Ouais, là, essentiellement, c'est en grande majorité des 250 qui ont été gagnés. Il y a quelques exceptions à droite à gauche, mais rien que des Masters 1000, il n'y a que Noah, Tsonga et Tsonga, ouais. Forger. Ah non, Tsonga, il en a deux, non? il y en a un peu plus. Ouais, Il il y en a a deux, Lecomte Tsonga, non? et Pioline. Ouais, Tsonga Grosjean, en a deux. Grosjean, il en claque pas un, Grosjean? Si Grosjean gagne un, pardon. Ouais, non, il y a 6 C'est joueurs ouf. qui ont déjà gagné un Masters 1000, quoi, par exemple. C'est fou. Et 40 pour Djoko. Voilà. C'est dit. ouais, C'est comme ça. ça fait mal. Ouais. Allez, Ouais, je pense qu'on allez, peut. Sur cette stat qui fait mal au tennis français, je pense qu'on va pouvoir arrêter là et on vous dit à la semaine prochaine. Yes. Salut les gars, Salut, gars. merci à vous. Salut.